Fred Savard avec vous pour ce 10e épisode de la saison 6 en compagnie d'Hélène Faradji. Allô, Fred. Bonjour Hélène. Ça va? Et oui, mais ça va très bien. Nous sommes également en compagnie d'Isabelle Arsenault. Bonjour, bonjour. Première visite à la balado. Première visite. On va présenter tout à l'heure le nouveau numéro de l'Inconvénient, qui est tout chaud. Tout chaud, tout frais sorti, qui part ce soir. L'étrange séduction de l'horreur. De l'horreur. On va parler de ça. Vous êtes prof de littérature médiévale? À l'Université McGill. Littérature française? Littérature française du Moyen-Âge. À part la chanson de Roland, il y a d'autres affaires? Il y a d'autres affaires et des affaires gore. Ah oui, j'imagine. Non, mais je suis content que vous soyez là parce que ça permet, pour cette semaine, à la balado, d'atteindre la parité. Yeah! Ouais, Bravo. ce qui fait Pour de une première fois de son histoire? Non, quand même. J'exagère. Ce qui fait de nous une balado idéologique, si on se fie à la grille d'analyse du commentariat politique des grands médias québécois. Je fais bien sûr allusion à cette nouvelle disposition adoptée au dernier congrès de QS en fin de semaine dernière, qui a fait couler beaucoup d'encre. Des hommes frufrus se sont exprimés depuis. En premier lieu, notre sociologue dandy dissident, ainsi que l'obligatoire François Lambert, qui a une opinion sur tout. Vraiment, lui qui a beaucoup de temps libre, puisqu'il est millionnaire, il ne travaille pas, donc ce sont sûrement les autres qui le font à sa place. Je veux revenir sur ce point. L'utilisation du mot idéologique. J'en avais déjà parlé avec Mathieu Bellil il n'y a pas si longtemps, qui devait venir ce matin, puis je pense que peut-être tu peur. Non, c'est pas vrai. Il m'a dit qu'il était bien dans le rush de fin de session. Mais on avait une discussion assez serrée quand je disais que presque toujours dans les médias grand public, quand on parle de Québec solidaire, le mot idéologie arrive toujours très, très vite. Question de faire peur aux enfants. Alors, je vous propose d'écouter quelques extraits de la chronique de Sébastien Bovet, vadrouilleur politique à l'émission du matin de la première chaîne de Radio-Canada, qui commentait lundi matin, donc, cette semaine, le congrès de QS qui a vu Émilise Lessard-Terrien remplacer Manon Massé comme porte-parole de Québec solidaire. On commence avec un premier extrait. Puis elle apparaît un peu plus idéologique sur les idées de base de Québec solidaire, alors que M. Nadeau-Dubois essaie d'être plus pragmatique. Fait que ça, c'est déjà en ouverture. Tout de suite, le mot idéologique apparaît. Deuxième extrait. Ce qui soulève la question d'une autre dualité et d'un autre yin et yang, l'idéologie contre le pragmatisme. On est à 3 minutes à peu près dans la chronique. Troisième extrait de la même chronique de Sébastien Bovet. Vous avez entendu parler de cette résolution pour exclure les hommes des élections partielles? Oui, bien sûr. Et ça soulève une certaine controverse. Donc, du côté idéologie, l'idée de se dire que si on veut avoir plus de femmes élues députées et rééquilibrer un peu ce caucus où en ce moment il y a 8 hommes et 4 femmes, on doit exclure les hommes de toute candidature de Québec solidaire dans les prochaines élections partielles. Hélène? Oui, j'aime ça, entendre que les femmes pensent, les hommes agissent. C'est toujours agréable. C'est quand même... On part de loin encore, hein? D'entendre des choses comme ça. OK, autre extrait. Là, ça fait trois fois déjà qu'on entend le mot idéologique. On rappelle, la chronique dure 9 minutes. Des élections partielles, il n'y en aura pas 15 d'ici 2026. Mais disons que c'est une affirmation assez idéologique qu'a faite en fin de semaine Québec solidaire. Et là, attention, nouvel extrait, l'argument massu contre la discrimination positive. Et donc, mais à l'extérieur de Québec solidaire, ça peut soulever certaines questions sur le fait que QS pourrait se priver de certaines candidatures de qualité. Le bon vieux refrain. Plus de femmes en politique, c'est moins de candidatures de qualité. Et là, je vais vous nommer des noms. Vous me direz si le mot qualité vous vient à l'esprit. Jean-François Roberge, Bernard Drinville, Daniel Bernard. Ça, c'est celui qui a battu Émilise, l'ancien lobbyiste de la Fonderie Horn, qui est rendu député de la Fonderie Horn. Benoît Charette. Et là, je pourrais vous en nommer d'autres. Là. Dites-moi que ces hommes ont des profils à ce point transcendants qu'on ne retrouverait pas chez aucune femme. Cela dit, être femme ne veut pas dire nécessairement d'être une bonne politicienne, mais si on n'a pas de parité, on le saura jamais. Plus de femmes, ça veut aussi dire plus de chances d'avoir de meilleures candidates que Martine Biron, par exemple, si on en a plus. Et là, je rappelle que sans le travail acharné d'Émilise Lessard-Terrien, quand elle était députée, on ne parlerait même pas du scandale de la Fonderie Horn aujourd'hui, parce que c'est elle qui a alerté la santé publique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier son travail de démarche idéologique? Puis à part de ça, OK, acceptons l'idée qu'il y a de l'idéologie chez Québec solidaire. Mais à ce compte, il faudrait aussi parler d'idéologie dans tous les partis politiques au Québec, pas seulement en QS. Qu'on m'explique en quoi vouloir plus de privé en santé, ce n'est pas idéologique. Quand on décide, en pleine crise du logement, de donner plus de droits aux propriétaires et moins de droits aux locataires, comme le fait le projet de loi 31 de la CAQ, adopté en Chambre cette semaine,
pour moi, c'est de l'idéologie. Quand on brandit le spectre de l'immigration comme vecteur de crise sociale et de menace à nos valeurs catholaïques, c'est aussi de l'idéologie, qu'on le dise. Et là, je vais vous donner un dernier exemple d'idéologie qu'on ne remet jamais en question dans la même chronique de Sébastien Bovet de lundi matin. Dans le coin pragmatisme, il y avait une résolution pour suspendre la taxe de vente du Québec sur les biens usagés et les réparations. Il y a un amendement qui a été présenté. Des militants voulaient qu'on continue d'appliquer la TVQ sur les réparations d'auto. Alors, vous voyez le spectre de Québec solidaire anti-auto plané sur le congrès de Québec solidaire avec cet amendement. Finalement, le pragmatisme a gagné, l'amendement a été battu, QS est favorable à ce qu'on élimine la TVQ sur les réparations de chars. Ouf! Est-ce qu'on peut dire qu'elle est obligée d'avoir un char en région parce qu'il n'y a aucune autre alternative offerte et que ça finit par enfermer les gens dans un cercle vicieux de s'endetter pour se payer un char, pour pouvoir travailler pour payer ses dettes de char? Ça aussi, c'est de l'idéologie. Et là, attention, je prends l'exemple de cette chronique de Sébastien Bovet, mais je ne voudrais pas avoir l'air de m'acharner sur la qualité de son travail. Sébastien était excellent pendant la pandémie pour relayer les ballons d'essai de la CAQ la veille des points de presse, mais utiliser le terme idéologique 6 fois dans une chronique de 9 minutes, ça me semble idéologique, ça aussi. Les médias traversent une crise, paraît-il, et je me dis qu'il y a peut-être d'autres solutions pour eux que de simplement demander de l'aide financière de l'État. État qu'on démantèle un mandat caquiste à la fois avec la complaisance de ces mêmes médias. D'ailleurs, saluons cette entente entre le gouvernement fédéral et Google. Ben oui. Hein? On en a parlé souvent avec Rémi de Grosbois, qui va entrer en vigueur bientôt. Là, la loi C18, c'est 100 millions que recevront les médias de chez nous. On a hâte de voir comment ça sera réparti, par contre, en espérant que les médias indépendants reçoivent aussi leur part. Et ça va peut-être permettre à ces grands médias d'allouer des ressources pour couvrir l'information locale. Ted Rutland, que vous connaissez peut-être, professeur à Concordia, co-auteur du livre « Il fallait se défendre », qui a été publié à Mémoire dans le cri. Je vais l'inviter bientôt avec Maxime Aurélien. Ted Rutland, qui est professeur à Concordia et qui suit beaucoup tout ce que fait le SPVM. Il est assez critique du SPVM. Il rappelait dans un tweet, et je vais vous lire le tweet parce qu'il est vraiment intéressant, après un mois de reportage sur Dominique Olivier et son souper à 300 $, seulement 2 médias ont couvert la présentation du budget du SPVM lundi et son dépassement budgétaire de 42 millions. Et seul Pivot a mentionné que le SPVM dépasse chaque année son budget de plus de 35 millions sans jamais que ce soit remis en question par la Ville de Montréal. Alors, au lieu de faire des publi-reportages avec le chef du SPVM qui fait du camping dans les quartiers de pauvres, on pourrait peut-être couvrir un peu mieux comment l'argent des contribuables est dépensé au SPVM, parce qu'on rappelle que 42 millions, c'est à peu près ce qui a été enlevé au transport collectif. D'ailleurs, j'en profite pour faire une suggestion à la mairesse Valérie Plante de Projet Montréal. Au lieu d'exclure les itinérants des bibliothèques publiques, vous devriez exclure les déficits récurrents au SPVM. Et là, je sais que Valérie a promis qu'elle allait rendre la mesure d'exclusion des itinérants plus inclusive, mais je pense qu'elle devrait être abolie carrément. Déjà que Projet Montréal ne fait absolument rien pour combattre la crise du logement, il devrait au moins assumer l'itinérance qui découle de leur inaction. Donc, je lance une idée comme ça pour résorber la crise médiatique. Pourquoi ne pas couper dans le gras des généreux salaires des chroniqueurs vedettes pour plutôt l'investir dans le journalisme d'enquête? Voilà peut-être une idée qui permettrait de redorer le blason de la profession aux yeux du grand public. Et qui de mieux que Thomas Gerbet pour incarner ce qui se fait de mieux dans le journalisme d'enquête? On en parle souvent de Thomas Gerbet ici. On l'a cité plusieurs fois à la balado dans le dossier de la Fonderie Horn. Et là, c'est sûr qu'on va encore en entendre parler de Thomas Gerbet parce que là, il se met sur le cas de Nordvolt. Lui qui nous apprenait cette semaine comment le terrain acheté 240 millions par la compagnie suédoise valait 20 millions en 2015 et comment le gouvernement est intervenu pour contrevenir à ses propres règles sur le zonage et sur l'environnement. Bref, on va reparler de Nordvolt, mais ça sent déjà très mauvais. Et là, n'en déplaise au président de la Chambre de commerce de Montréal, nous avons tout à fait la maturité de sentir quand un méga projet financé à coût de dizaines de milliards de fonds publics sent mauvais. Mais je comprends les éminents membres des chambres de commerce de ne pas avoir la même sensibilité aux mauvaises odeurs. Eux qui sont planqués dans leur riche villa clôturée de Saint-Lambert où la seule odeur qu'ils respirent est celle du pognon. Moins de chroniqueux, plus de Thomas Gerbet, voilà ce que le Québec a besoin. C'était les actualités cette semaine. J'en fais pas chaque semaine des éditos, mais
asti que ça fait du bien. Et là, Taraji, de quoi nous parlez-vous? Ben, je vais commencer par vous dire que je vais beaucoup mieux que la dernière fois qu'on s'est parlé. Vous avez le caqueba, la dernière fois. Oui, vous vous souvenez, crise de foi culturelle, à quoi ça sert la culture, c'était vraiment pas joyeux. Je reconnais que je suis un petit peu cyclotimique. Oui. Mais bon, qui n'a pas d'enjeu avec sa santé mentale? Qui? Mais je suis contente, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et pas à cause d'un film, en plus. Ah! J'ai encore des petites surprises dans ma besace. Ça va mieux à cause d'un livre. Ah, mon Dieu. Ouais, d'un livre dont on a beaucoup parlé, c'est vrai, mais qui m'a sauvée. Je dis oui, mais c'est pas chier votre extrait, là. Mais... Ouais, c'est ça, mais attendez, je m'en viens. Un livre qui m'a sauvée, qui m'a redonné la foi, qui m'a rappelé que par la grâce et l'intelligence de ceux et celles qui manient les mots, on peut à nouveau comprendre pourquoi la culture, c'est plus qu'un truc pour faire joli ou pour briller dans les dîners mondains. C'est une question de vie et de mort. C'est une question d'espoir dans les ténèbres, pour ceux et celles qui écrivent, bien sûr, mais pour ceux et celles qui lisent aussi. Et vous allez voir que cette bouffée d'air frais, elle m'est carrément venue du champ gauche. En fait, ce livre, je vous dis pas encore que c'est... Champ de gauche ou champ gauche? Champ gauche. Okay. Champ gauche. Ce livre, donc... Vous saviez, Isabelle, que c'est une balado plutôt à gauche, hein? Mathieu, vous avez averti? Oui, bien sûr. Okay, c'est bon. Non, mais j'ai des fois... C'est bon de prévenir. Ce livre, en fait, il m'a permis de renouer avec l'idée même de sens, de signification. Il m'a rappelé que la littérature, la grande, la vraie, ça permet de mettre des mots, des concepts, des idées sur ce qui nous semble indicible, innommable, trop complexe pour être dit. C'est ce qui nous permet d'avancer. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous disais que le langage comme élément premier de la culture semblait aussi être en déroute à cause notamment du conflit israélo-palestinien. Ce livre, cette révélation est venu me rappeler que pas tout à fait encore. En tout cas, pas autant que je le pensais. Tant mieux. Ce livre, autour duquel je tourne comme ça, c'est l'incroyable Triste Tigre de Neige Sino. C'est le succès littéraire de cette année. C'est aussi l'histoire d'une réussite inespérée parce que le manuscrit a été refusé par plusieurs éditeurs avant d'être publié. Il est le fruit d'une autrice qui, avant cela, avait publié un roman, un recueil de poésie dans le plus parfait anonymat, donc on imagine sans revenu aussi aucun. Triomphe donc pour quelqu'un que personne n'attendait et qui en quelques mois a raflé le prix Femina, le Goncourt des lycéens, le prix littéraire du Monde, ce qui est quand même pas de la gnognotte. Et je vous apprendrai rien en vous rappelant que ce récit, Triste Tigre, c'est le sien, à Neige Sino. C'est celui qui lui fait revenir sur son drame, c'est-à-dire d'avoir été violée par son beau-père, depuis l'âge de ses 9 ans jusqu'à son adolescence. Et c'est là que la grandeur de ce bouquin-là commence. Parce que Neige Sino ne fait pas le récit de ce qui est arrivé comme pour mieux titiller notre voyeurisme ou pour surfer sur une vague racoleuse qui a ses adeptes. Non, Neige Sino, elle se demande en l'écrivant, on la lit se demander, si vous voulez, comment raconter ça. Mais elle se demande aussi ce que peut la littérature face à ça. Et je dis ça à dessein, parce que le viol, l'inceste, il faut que ça reste l'objet. C'est pas le sujet. Et les mots ne pourront jamais tout à fait le contenir, cet objet. Donc on va dire ça. Et si vous voulez bien, on va prendre les 2 questions séparément. D'abord, comment raconter ça ? Neige Sino, elle le sait, elle l'anticipe, elle l'écrit dans le livre. Elle craint de se retrouver au centre d'une attention médiatique qui, une fois le livre paru, n'aura d'intérêt justement que pour ça. Qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Quels mots ont été utilisés pour décrire les gestes ? Quelle image ça a projeté dans la tête du lecteur ? D'ailleurs, Sino, elle interpelle beaucoup son lecteur, ou en tout cas sa lectrice. Plusieurs fois dans le livre, elle écrit « chère lectrice », comme si instinctivement, elle savait que cette littérature qu'on peut appeler de l'inceste, c'est le plus souvent aux femmes qu'elle parle. Et en tout cas, elle a plus que souvent été écrite au féminin. Donc Neige Sino, elle anticipe que l'objet de son livre va devenir le sujet, alors que c'est elle, le sujet. Et effectivement, les médias, quand ils lui parlent à Neige Sino, c'est souvent pour lui parler des viols. C'est la tyrannie du sujet, pas celle du rire, Fred, mais tyrannie quand même, qui est le symptôme de ce qu'on peut appeler ici la littérature de CLSC, c'est-à-dire vous prenez un fait de société, ça prend toute la place et personne ne vous parle plus de rythme, de style, de poésie. C'est exactement la même chose en cinéma d'ailleurs. Ce premier obstacle, elle le contourne. Elle le contourne d'abord en analysant d'autres œuvres où sont évoqués des abus pédocriminels, en premier lieu le Lolita de Nabokov.
Et elle comprend comment Nabokov s'est immiscé par son style dans l'esprit d'un pédocriminel. Elle donne des exemples précis où on voit bien comment Lolita est écrit du point de vue d'Humbert Humbert. Et elle nous dit aussi... Mais est-ce que c'est problématique pour elle? Non, mais c'est qu'il a été compris comme un livre glorifiant. Lui-même a dit que c'était pas ça du tout. Exactement. On l'avait mal lu. Exactement. Ouais. Et elle nous rappelle que ce roman ne pouvait exister que parce que Nabokov n'était pas pédocriminel. Sinon, ça aurait été insupportable. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit cette idée que ce qui nous fascine, c'est l'inceste et la pédocriminalité. Non, c'est pas ça. Parce que si ces actes nous étaient racontés du point de vue d'un vrai pédocriminel, ce serait tout simplement insupportable. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que par hasard, j'ai vu cette semaine l'adaptation cinéma du Consentement de Vanessa Springora, qui était victime de Gabriel Maznev. Ouais. Et c'est exactement ce qui pose problème avec le film. Ouais, c'est ça, hein? C'est que le point de vue est celui de la fascination pour cet homme. Et c'est le regard de l'homme pédocriminel qui semble être celui du film. Ce qui est très, très problématique. Mais on en reparlera quand il sortira ici. Tout à fait. Neige Sino, pour revenir à elle, elle nous rappelle que ce point de vue du violeur, du pédocriminel, il est abject, qu'on ne le supporterait pas. Mais elle nous met face à une terrible contradiction qu'on a tous et toutes, c'est qu'on veut tout de même s'en approcher. Elle commence son livre comme ça d'ailleurs, par un chapitre qui s'appelle « Portrait de mon violeur » et qui rappelle que c'est ce qu'on cherche quand on ouvre un livre comme ça. Parce qu'on est fasciné, qu'on le veuille ou non, par les méchants. Hein, on a tous adoré Succession. Dark Vador est plus intéressant que Luke Skywalker. Mais plus largement, au-delà des méchants, on est fasciné par le mal. On veut comprendre, pas eux nécessairement, mais pourquoi à travers eux, on prend conscience qu'on a le mal en nous. Hein, on veut essayer de se rassurer aussi en se disant que un monstre, c'est une créature qui est hors de ce monde, alors que ce qui nous frappe dans ces descriptions des monstres, c'est la banalité. C'est la quotidienneté, c'est leur haine de soi. Et c'est ce dont Neige Sino parle dans ce livre qui est absolument inouï, de comment le mal, c'est pas une figure inventée avec des sabots et un derrière fourchu, mais qu'on le côtoie chaque jour, constamment, et même parfois à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui m'a remonté le moral. Je sais, je sais. Vous avez trouvé le monstre en vous. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a remonté le moral, parce que Triste Tigre se demande surtout qu'est-ce que peut la littérature face à tout ça. C'est pas une fiction, c'est pas une autobiographie, c'est pas un témoignage, c'est pas un essai, c'est pas une étude littéraire, c'est pas un traité sociologique ou philosophique. Neige Sino, elle le dit elle-même d'ailleurs. Je vous cite en entrevue à l'émission Quotidien en France, c'est un texte hybride à la fois narratif et spéculatif. Je fais des hypothèses, je suis constamment à la frontière entre raconter et penser. C'est de la non-fiction narrative. On pourrait dire ça comme ça. Pourquoi on pourrait dire ça comme ça. Et c'était intéressant pour moi pendant l'écriture de établir cette connexion avec le lecteur, la lectrice qui se pose la question, c'est quoi cet objet ? Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Voilà, qu'est-ce que je suis en train de lire ? C'est pas un roman. Moi-même, quand je l'écrivais, je savais que c'était une sorte de témoignage, mais le mot, la catégorie littéraire de témoignage, ça me convenait pas parfaitement. Récit non plus. Essai, ça convient pas. Rien ne convient et en même temps tout rentre. Et je trouvais que c'était intéressant de participer en tant que lecteur à essayer de définir ce texte et essayer de se poser la question, est-ce que ce texte est de la littérature ou pas ? Isabelle Arsenault, je me tourne vers vous. Là, je veux pas mansplainer allez-y, Fred. comment on appelle Triste Tigre, mais j'ai l'impression, de la façon qu'elle en parle, que ça ressemble à un essai littéraire. Oui, je pense qu'on est vraiment dans une sorte d'hybridité. Oui, ça on comprend, mais j'ai l'impression que l'essai littéraire permet ça. Non, parce qu'on n'est pas dans un objet distant. Elle n'analyse pas quelque chose. Elle essaye d'arraisonner ce qui est arrivé. Et surtout, elle se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait humainement? Qu'est-ce qu'on fait artistiquement? Mais je pense qu'il y a un peu de ce que l'on appelle justement la non-fiction, la tradition. Vous connaissez peut-être Emmanuel Carrère, de l'adversaire. Donc, on a cette... on pourrait la ranger dans cette catégorie de la non-fiction, mais qui porte sur soi
et qui a quand même cet angle réflexif qui permet un regard sur le mal, le monstre, et qui me semble rejoindre un peu le genre de l'essai, ou du moins un coup d'œil très personnel sur un phénomène qui déborde sa simple subjectivité, même si l'histoire est ancrée dans une histoire terrible, unique, et ainsi de suite. Mais je suis assez sensible à ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même ce regard réflexif sur un phénomène qui est à la fois intime et le rappel universel, c'est-à-dire que les chiffres qu'elle donne sont terrifiants. Cela dit, à la limite, c'est pas bien grave. Ben, c'est exactement là que je venais, Fred. Parce que ce qui est fascinant avec Triste... C'est le fun d'en parler, mais c'est pas grave. Exactement, parce que c'est ce qui est génial avec Triste Tigre, c'est que ça invente une forme qui n'existe pas encore. Et sinon, ça la perturbe, parce que constamment dans le livre, elle se pose elle-même la question en démontrant ce que le livre n'est pas, mais en butant aussi à chaque fois sur ce que c'est. Page 95, dans un chapitre qui s'intitule « Raison que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre », la numéro 2 est sans appel, elle écrit « A priori, je me méfie des livres qui ont des sujets, et là, difficile d'y échapper. Comment écrire quelque chose de neuf, d'esthétiquement valable, si on est écrasé par le sujet ?» Et je vous dis, Fred, c'est tellement brillant, ce livre-là, que ça en devient étourdissant. Non seulement on sent que chaque mot est pensé, pesé, réfléchi, juste, que chacun mis à bout compose quelque chose d'incroyablement puissant, mais en plus, dans sa forme même, ça réussit à créer, à inventer, à imaginer un nouvel espace où raconter, mais surtout où penser. Il n'y a pas de révélation dans Triste Tigre. Il y a eu un procès. Le beau-père a été condamné, il est sorti de prison. Il n'y a pas de chemin... Donc, le système marche. Le système marche, oui, c'est ça. Il n'y a pas de cheminement vers quoi que ce soit. Il n'y a pas de résilience. C'est d'ailleurs un concept qu'elle trouve très, très questionnable. Il n'y a pas de libération magique pour l'héroïne. Elle va vivre avec, sans non plus le porter comme un sacerdoce. Il n'y a pas de ces schémas classiques auxquels nous ont habitués les narrations pour nous réconforter. Tout ce à quoi aboutit Triste Tigre, enfin je pense, c'est la démonstration que la pensée peut nous aider à vivre. Sauf que pour que cette pensée puisse exister, il faut s'extraire des carcans habituels. Il faut trouver une balado, par exemple. On peut faire des chroniques comme ça pendant plus de 4 minutes. Il faut trouver des nouvelles formes. Balado idéologique, quand même. Oui, bien sûr. Il faut trouver des nouvelles formes, des nouveaux espaces. Il faut croire à nouveau que dans les crises se cachent bel et bien des opportunités, pas de profiter, de faire plus d'argent ou d'écraser les autres. Non, des opportunités pour écrire, pour créer, pour penser autrement. Neige Sino n'est pas seule à avoir fait ça. Philippe Lançon l'avait fait avec le Lambeau. C'est vrai. Mais au-delà de ces récits de survie, ça se fait aussi de façon beaucoup plus douce. Récemment, Les rayons gamma d'Henri Bernadet, Vers un avenir radieux de Nanni Moretti. Même, on peut aller jusqu'à Everything, Everywhere, All at Once, qui avait gagné tous les Oscars. Peu importe la gravité de ce qui est évoqué, il y a une invention qui est nouvelle. Et Neige Sino, elle a été la déclencheuse, si ça se féminise, pour moi, de cette réalisation. J'ai pas encore tout à fait trouvé les mots pour dire ce que cet incroyable livre m'a fait ressentir, mais je sais que je peux au moins dire merci, parce que Triste Tigre, ça a été une de mes expériences de lecture les plus marquantes, ça va m'accompagner toute ma vie. Tout ce que ce livre-là nous montre, alors qu'elle plonge au plus creux de ce qu'elle a subi, c'est qu'elle nous montre paradoxalement que nous n'allons pas étouffer si nous créons de nouveaux modèles, de nouvelles voies, si nous nous autorisons à sortir des schémas de pensée, de création et de conduite préétablis. Et ça, Fred, ça veut dire qu'il y a de l'air quelque part. Il faudra juste le trouver. Mon Dieu, ça me donne bis. Oui, hein? Wow. J'ai envie de rebondir. Oui. On a dit c'est pas grave, en effet, d'arriver à catégoriser cette espèce d'ovni pour l'instant. Mais en vous écoutant, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de cette forme, de cette expérimentation qui rend l'horreur tolérable, ou qui nous permet de mieux traverser ce récit. Je ne sais pas si on peut rappeler certaines scènes absolument terribles, où elle est donc en train d'endormir son propre enfant, et elle se dit, quelle est cette frontière? Qu'est-ce qui fait que je ne traverserai jamais moi-même cette frontière de l'abus? Et on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, peut-être que c'est mon œil très formaliste de professeur, mais de littérature, mais
qu'à la lecture, on a ces appels d'air, insertion d'une découpure d'un journal, ces moments réflexifs où elle nous dit c'est difficile de l'écrire, pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire? Ce qu'on pourrait appeler presque des décrochages énonciatifs où tout à coup on peut reprendre son souffle et en même temps prolonger la lecture. Et en même temps, dans cette scène que tout le monde commente parce qu'elle est incroyable, cette scène où elle essaye d'endormir sa fille, c'est une plongée au plus creux en même temps de ce qu'est cette horreur-là, de ce que fait cette horreur-là à ceux qui la subissent. Parce que sa petite fille lui demande de lui caresser le dos pour l'endormir tous les soirs. Et pendant qu'elle le fait, elle raconte qu'est-ce qui fait que je ne vais pas descendre plus bas? Qu'est-ce qui fait que lui est descendu plus bas? Est-ce que je suis tentée de le faire? Si je suis parfaitement honnête avec moi, l'ayant subi, je dis non parce que je sais ce que ça provoque, mais je ne peux pas nier le fait qu'il y a une attirance, répulsion. Fait que, oui, c'est des appels d'air, mais en même temps qui remettent de l'avant l'horreur et la tragédie qui a été vécue durant ces nombreuses années et qui, évidemment, elle a 46 ans aujourd'hui, continue à l'habiter de façon bouleversante. Mais c'est vraiment un grand, grand livre. Si vous en avez un à lire cette année, là, des fois, je sais qu'il y a des gens qui lisent moins que d'autres, lisez celui-là. Et merci, Hélène. Là, on ne s'était pas parlé. Non, c'est drôle, hein? Et on va poursuivre. Quel hasard. Non, mais quel hasard. En même temps, y en a-t-il vraiment des hasards? Mais non. Plus je vieillis, plus je me rends compte que pas tant que ça. Isabelle Arsenault, vous venez nous présenter le nouveau numéro de l'Inconvénient, l'étrange séduction de l'horreur, et je dois l'avouer, c'est mon meilleur C'est vrai. numéro de l'Inconvénient. Je suis ravie de l'entendre. Pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais celui-là m'a vraiment happé. Parlez-nous de vous un peu. Vous êtes prof. Je suis prof de littérature médiévale, donc je travaille surtout sur le roman, les longs récits, qui sont moins gore que ce que j'ai pu suggérer en début pour faire l'intéressant. Et à l'inconvénient, donc je suis membre du comité éditorial depuis bientôt 2 ans. Et le je numéro, porte les 2 chapeaux. Le numéro s'ouvre sur, comme c'est toujours le cas, sur l'éditorial qui présente un peu... Un éditorial toujours aussi efficace, je dirais, d'Alain Roy. D'Alain qui Roy. a traversé, donc pour les besoins de l'exercice, a retraversé l'ensemble des textes et qui arrive à mettre de l'avant, je vous dirais, une sorte de typologie des fonctions de l'horreur. Oui. Parce que, évidemment, ce numéro, pour la petite histoire, part sur un plan plus personnel de conversation de café avec ma collègue spécialiste de la littérature et du cinéma d'horreur, qui signe un texte, donc Audrey Coucy, et qui fait périodiquement mon éducation horrifique, en me parlant surtout de... Parce que c'est pas... Évidemment, ça nous attire, mais c'est pas tout le monde qui fréquente Non, et il y a peut-être... les objets culturels de l'horreur, que ce soit des films, romans... Bon. Vous savez comment j'aime le cinéma et la littérature? Oui. Je suis pas capable. Ben, c'est ça. L'horreur, ça me... Je pense Par que c'est trop... désintérêt ou non, par parce que ça me stress? fait trop peur. Ouais. Alors, bizarrement, je suis capable de regarder un film d'horreur au cinéma, mais dès que ça rentre chez moi, c'est fini. Hein? À cause de la C'est trop la proche, collectivité. c'est trop vrai, c'est... Ouais, je comprends. Faut le regarder comme moi, avec les doigts écartés. Oui, c'est ça. devant le visage. Mais je dis ça parce que peut-être que en lisant l'inconvénient, ce numéro-là, on va revoir notre conception de l'horreur pour essayer peut-être de l'apprivoiser. Oui, Parce que là, elle a des fonctions. Oui, puis premièrement, ce que vous dites, que je suis sensible à cette idée, il y a une sorte de peut-être pas de snobisme, mais associé à quelque chose, un art un peu moins noble. Oui. Et en littérature, il y a les meilleurs, ceux qui compliquent le genre. Oui. Donc, en effet, ça réhabilite un peu Tout à fait. quelques genres négligés. D'ailleurs, il y a un texte de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, donc qui pour nous pose la question qu'on lui a souvent posée, c'est pourquoi est-ce qu'on lit des choses aussi terribles? Il dit, les lecteurs qui me la posent, j'ai d'abord les lecteurs qui me la posent, mais j'ai aussi les gens qui détestent ce genre et qui le regardent de haut. Qui le regardent de haut, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de redonner cette typologie qu'il dresse, lui et Alain Roy. C'est-à-dire qu'il y a cette première fonction qui me semble tomber sous le sens, la fonction cathartique. Oui. Depuis, peut-être pas depuis que le monde est monde, mais depuis les Grecs au moins, il y a cette fonction de purgation, de libération. Regarder autrui, vivre le pire,
ça me soulage par rapport à mon plate propre... Ben oui, triste à dire. Mais il y a cette espèce de fonction de libération. Quand je vous disais, je suis médiéviste, je relisais pour un cours que je prépare le pire roman médiéval. Ça s'appelle Le Haut Livre du Graal, le roman de Perlesvaus. Perceval. Attendez, le pire roman, c'est-à-dire le plus... Non, pardonnez-moi, le pire sur le plan de la violence. Ah oui, voilà, OK. Je pensais le plus mauvais. Non, pardonnez-moi. le roman... Publié à compte d'auteur à l'époque. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Mais c'est un roman qui veut raconter la suite des aventures de Perceval, donc de Chrétien de Troyes. On est au début du 13e siècle et qui nous donne un roman qu'on a appelé de haute violence, avec des scènes que Sénécal apprécierait, puis rougirait même en se disant j'ai encore des croûtes à manger. Mon Dieu. Tellement c'est terrible. Ah ouais. Et ce roman s'ouvre par cette phrase qui dit « J'ai fait ce roman pour que les lecteurs puissent oublier toutes les vilainies qui sont en leur cœur. » Donc, c'est-à-dire que je vais vous raconter des choses atroces. Qui vont vous faire oublier qui vont vous purger. Donc, il y a cette fonction-là. Fonction, et là, je reviens à ce que vous disiez, quand vous avez dit ça a déclenché quelque chose sur moi. La fonction qu'Alain identifie comme la fonction roborative, le coup de fouet. Vous avez traversé le texte de Vézina, peut-être, une réflexion sur le gore. Gore, en anglais, ça veut dire le sang coagulé. C'est le sens étymologique de ce mot. Et qui nous rappelle que dans une époque virtuelle, bombardée d'images, on a perdu l'habitude des petites horreurs. Il nous rappelle, par exemple, les cochons éviscérés dans les familles d'autrefois, les cadavres exposés dans les salons. Quand on veillait les morts. Tout à fait. La mort était dans la maison, dans le salon. Ça aidait à faire le deuil. Dans le lieu intime, celui où... Et ça aidait à faire le deuil. Tout à fait. De voir un corps... Purgation. On a beaucoup aseptisé la mort. Oui, maintenant, on peut se faire embaumer en jouant au golf. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des compagnies qui... Si vous aimiez le golf, vous pouvez vous faire embaumer en train de swinger et les gens viennent vous voir en exposition. Et ça c'est disponible au Québec et c'est une pratique américaine. Vous savez que 96% ou 97% de l'industrie de la crémation au Québec appartient à des compagnies étrangères. Les Urgell-Bourgie de ce monde ont gardé les façades d'Urgell-Bourgie, mais ça appartient... Et c'est un autre type d'horreur. Voilà. Si vous aimez la chasse, vous pouvez très bien être embaumé debout avec une carabine. Vous pouvez avoir, c'est ça, vous pouvez avoir ce que vous avez chassé empaillé, puis vous à côté. Exactement. C'est magnifique, ça. Alors qu'un corps qui... Un beau cadeau de Noël. Un drôle de désir d'éternité. Oui, voilà. Mais un corps, à l'époque, quand on veillait les morts et que ça dégoûtait sur le plancher du salon, ça aidait. À laisser le défunt partir. Oui, on avait hâte de le sortir de la maison. Mais Gore, justement, donc, ce que dit Vézina, juste pour revenir à son texte, c'est que dans ce monde aseptisé, virtuel, le gore, la présentation d'images, effusion d'hémoglobine, les corps déchiquetés, vient agir comme une sorte de coup de fouet, une lumière allumée en pleine nuit, un coup de gyrophare qui nous sort de cet émoussement des sens, des émotions, et qui, donc, a cette fonction... De nous rappeler qu'on est vivant. De nous rappeler qu'on est vivant. Oui. Et qu'on est... Oui, c'est ça, de nous ramener un peu à la vie. On trouve aussi un texte de Francis Ouellette, qui nous avait offert Mélasse de fantaisie, qui avait été un gros... un gros succès. Oui. Critique onirique, où il nous parle des cauchemars, mais vraiment violents. Violents. Donc là, on est dans le gore le plus assumé, membres tranchés. Mais c'est parce qu'il prend une médication. Voilà, c'est le récit. En fait, ce qu'il nous donne à lire, c'est la critique de ses rêves, qui joue le rôle un peu d'un film vu ou d'une œuvre lue. Et il dit, le jour où j'ai dû prendre des antidépresseurs, dont il donne la dose exacte. Pendant quelques années, je pense un épisode assez étendu. Voilà. 3 ou 4 ans. À cette activité onirique surstimulée, et il procède à la critique. Vraiment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte de Francis Ouellette, et c'est assez peu étonnant quand on a lu Mélasse de fantaisie, c'est que ça nous rappelle à quel point l'horreur peut s'accommoder de l'humour. Texte de David Doré aussi, qui revient sur les... Au début, j'ai eu peur, ce texte-là, qui ne reste que dans les trigger warnings. Avertissements, oui. Mais il nous rappelle que, et de toute façon, on en voit de moins en moins, mais qu'on n'en a pas besoin. Donc, et ça il fait prouver de réfléchit. façon qu'ils ne sont pas efficaces. Il oppose, en fait, ce qui traverse un peu le numéro, je trouve qu'il arrive très bien à le synthétiser, c'est-à-dire que d'une part, l'horreur vécue, le traumatisme, le vrai
trauma. Oui. Et le trauma, dit-il, fait de langage qui peut ébranler ce qu'il appelle le cadre épistémique, donc il peut ébranler et nos expériences et nos connaissances, mais qui ne va jamais, au contraire du trauma réel, Oui. le détruire. Ouais. On va, il y a une très, très belle formule qu'on retrouve dans ce texte. Il dit l'agression fictionnelle dans un roman. L'agression fictionnelle, elle est elle-même prisonnière d'une camisole de fable. Ouais. Donc, cette espèce de fictionnalisation qui nous protège, ce Cela trauma dit- fait de langage qui peut ébranler. Oui, parce qu'il parle principalement du roman American Psycho Ah oui. Oui. de Bret Easton Ellis, Ouais. qui est un roman que j'ai eu de la misère à lire, qui Oui, m'a moi aussi, tout à passionné, fait, ouais. mais que j'ai dû prendre des pauses, Oui. C'est l'un des seuls romans Oui. où j'étais obligé étaler d'arrêter, la lecture. mais j'avais hâte d'y retourner. Ben mais oui. aïe, aïe. Attraction, répulsion. Ah, vraiment. Là, il faut parler de votre texte, On peut Isabelle parler de mon Arsenault. texte. Parce que ça, c'est Horreur vécue. c'est drôle. David Doré remet en question l'idée du trauma-avertissement, et moi, j'en aurais pris un C'est vrai? pour votre Ah, texte. c'est pas moi qui vous le donnerai. hein. Non, je sais. Mais j'aurais aimé être averti. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y a des bouts vraiment, vraiment. Le texte s'appelle Les Barbelés ne servent à rien. Ça a l'air gentil. Ouais. Parlez-nous un peu de ce texte-là, qui relate en fait quelque chose que j'ignorais. Un personnage sinistre, le monstre de La Miramichi. la Miramichi. Voilà, c'est très peu connu. Pourtant, c'est au Québec, du moins. C'est un serial killer, un meurtrier en série, donc qui sévit au Nouveau-Brunswick, en plein cœur de la province, donc dans la région qui s'appelle maintenant la Miramichi, dont je croise, sans le croiser tout à fait, là, dont je croise la route. Donc vous êtes Je originaire. suis du Nouveau-Brunswick, Voilà. oui, donc je vis à 1 heure Oui. de cette région. Et vous racontez qu'à jeune, vous avez une affliction. Voilà, donc je nais avec un problème à l'oreille droite, donc, qui me vaut aujourd'hui d'être à moitié sourde. Et je fréquente donc depuis la naissance un hôpital précis, Oui. Georges Dumont à Moncton. Et le texte, en fait, part de ce jour où, dans l'Acadie Nouvelle, donc le grand quotidien ouais. qui existe encore au Nouveau-Brunswick, Pour l'instant. pour les... Une autre Ne horreur. dites pas de telles horreurs. Je répète ce que j'entends Oh, oui. dans les médias. Bon, je vais être dans le déni. Je lis la nouvelle de l'évasion d'Arlen Légère, donc, qui est, lui, condamné depuis 2 ans. À ce moment-là, on est en 89, j'ai 12 ans. Il est condamné à la prison à perpétuité Oui. et emprisonné, donc, dans l'établissement fédéral de Renouse. Hein. C'est un village, un village, disons, au cœur du Nouveau-Brunswick. Renouse, c'est le village que je croise, dont je croise du moins le panneau d'affichage en route pour Moncton. Parce que à c'est chaque loin 2... de chez vous, la clinique, là. Oui, c'est à 2h30. Hein. Puis Donc, vous- on fait le trajet. Combien de fois par année? Vous devez le faire? Une Ok. dizaine de Une fois fois. par mois, à peu Une près? fois par Ouais, mois, quand une même, fois ok. ou 3 semaines. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on traverse depuis ma naissance ce panneau, j'ai cette inquiétude d'un naturel nerveux, je vous le cacherai pas. Et je demande à ma mère, mais c'est curieux quand même d'avoir une prison près de l'autoroute, parce qu'il n'est pas du tout une autoroute, mais dans mes yeux d'enfant, c'est la 11. Ouais. Hein. Puis elle me dit, pas de souci, cette prison, elle est entourée de très hauts barbelés, Ouais. hein, arrête d'y penser. Bon. Et un jour, j'aperçois donc dans le journal la nouvelle de l'évasion de ce meurtrier condamné à perpétuité 2 ans plus tôt. Et il s'est échappé de Renouse, hein, Ouais. d'où le titre. Donc, Ouais. les barbelés de ma mère, à ce moment-là, ne servent plus à rien. C'est une histoire qui m'obsède. J'ai l'impression parfois d'être devenue étudiante et prof de lettres pour apprendre à écrire et écrire Ah ouais, hein? cette histoire. Et c'est une histoire qui va avoir des conséquences, vous l'avez vu, sur ma vie psychique, Oui. hein, la vie très intime. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on raconte rapidement sa cavale, hein, Oui, parce qu'elle son est, évasion. elle est incroyable. Vraiment. C'est ça le problème. Cela hein. dit, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est votre besoin d'énumérer. J'insiste sur ce goût depuis la naissance pour les jeux de mémorisation. Et l'horreur ressentie vient de ce que je lui découvre à lui, ce même goût pour la mémorisation. Ouais. C'est un homme qui, encore aujourd'hui, se targue de connaître en par cœur toutes les autos qu'il a possédées, de connaître avec exactitude les dates de certains événements de sa vie. Ouais. Il se met en scène lui-même aussi. Là, Oui, c'est un narcissisme assez pervers. Pervers et avéré.
et qui aime les jeux de symboles, qui me plaisent déjà à l'époque. Il dit, je suis né le 13. C'est vrai, il est né un vendredi 13. Pour un meurtrier en série, c'est pas si mal. Oui, c'est invraisemblable. Je pesais 13 livres. Et, ça, on peut en douter. Là. Je pense que ça appartient au délire. Mais ce qui est fou, c'est qu'on va découvrir dans une auberge où il se serait réfugié pendant sa cavale qu'il manque le 13e tome de l'encyclopédie britannique, je crois. Et les policiers vont en conclure qu'il est donc passé par là. Ça pourrait faire l'objet d'un film. Ça pourrait faire l'objet d'un film, d'un film auquel on ne croirait pas nécessairement. Non, c'est ça. Et c'est dans le texte sur quoi j'essaie d'insister, c'est que ce qui va me troubler à l'époque et ce qui me trouble encore, c'est justement l'invraisemblance qui se réalise, se matérialise dans le réel. Il s'évade exactement à la clinique d'ORL où je suis suivie à l'époque. Il s'évade après avoir caché donc, des outils de fortune dans certains orifices sur lesquels on n'insistera peut-être pas. Mais, faites un choix, on n'a pas de temps c'est d'orifice. ça, on peut deviner. Peut-être faites un choix. Peut-être. Dans le nez. Défait ses menottes, prend en otage une jeune femme. Et vous voyez, à partir de cette prise d'otage, tout est déjà, je vais oser le mot, poétique. Cette jeune femme est là, sur le siège arrière, un oiseau dans une cage. Vous voyez, ces genres de détails en littérature dans un roman. On rappelle que c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Qui a tué sauvagement. Et vous donnez des détails, c'est là que j'aurais aimé un petit avertissement. Oui. Il faut dire que je faisais de l'insomnie. Ça n'a pas aidé. C'était comme il était 3 heures du matin. Ça aurait dû avoir une fonction roborative ou cathartique. Pas encore. Je me laisse encore 2-3 jours, mais sur le coup, j'étais comme aïe, aïe, aïe. Mais non, mais c'est un texte fabuleux. Et les photos sont creepy. Les photos sont parfaitement creepy. Ce sont les photos de mon ami David Champagne qui est parti en reconnaissance à ma demande et qui est allé passer une soirée à Miramichi. Vous avez du budget à l'inconvénient? Ah, ben non, mais il habite là. OK. Et qui est allé chercher des clichés et qui a passé quand même une soirée angoissante. Je suis sûr. Autre texte extraordinaire, complexe, l'affaire Godbout. Oui. Ou les frontières de la littérature en procès. Entretien avec la professeure Mathilde Baraban. Oui. Qui, elle, s'intéresse à cette histoire-là. On a eu la chance, c'est ça, de Hugo Gilbert Tremblay, qui est membre du comité éditorial et professeur de droit à l'Université de Montréal, a rencontré donc... Oui, il était déjà venu ici présenter un numéro. Tout à fait. Ce qui est saisissant, quand on traverse le numéro, on aboutit à ce texte qui est un peu en position finale, qui vient nous rappeler tout le long de ce numéro, on est tantôt dans l'horreur esthétisée, dans les films de slashers, les romans de Sénécal, etc., et tantôt dans l'horreur vécue. Tout au long du numéro, on est dans cette espèce de, peut-être pas de polarisation, mais de tension. Et ce texte vient nous rappeler des dangers de confondre l'un et l'autre. C'est-à-dire que la question posée par le procès d'Yvan Godbout, qui est accusé en 2019, donc juste avant la pandémie, le procès va se faire en ligne pendant la pandémie, de production de pornographie juvénile pour avoir publié un roman qui est une réécriture, gore, et pour avoir commis, si vous voulez, ce roman d'horreur, donc de fiction, là où justement le trauma est un trauma de langage, va se retrouver en procès, menacé quand même d'emprisonnement, une année d'emprisonnement, je crois qu'il risque. Et c'est le récit, en fait, dans cet entretien entre Hugo et Mathilde Baraban, premièrement, des limites ici de la protection en matière de liberté de création. Elle évoque un peu la différence entre notre société et la France, où c'est peut-être un peu mieux protégé, et évoque... On sent le flou dans l'interprétation de la loi canadienne. Tout à fait. Et cette espèce d'arrimage entre le fictif et le réel, et l'évocation à la fin, ça me semble très important, surtout en clôture de numéro, sur les possibles effets inhibiteurs. Tout à fait. Ben oui, c'est sûr. Des romanciers, sûr et certain. Il y a aussi la section chronique « Quel texte ?» de Geneviève Le Tartre sur son père. Tout à fait. Mon père, c'est lecteur. Portrait d'un lecteur, c'est drôle parce portrait d'une époque. Oui, elle parle de son père qui est un grand lecteur, qu'est-ce qu'il lisait, qu'il a lu jusqu'à la fin de sa vie, puis après ça, il a gardé la bibliothèque, et en replongeant dans sa bibliothèque, ça lui permet de replonger dans la lecture de son père. C'est très touchant, puis en même temps, c'est drôle parce que je suis à un âge où tu commences à penser à ça. Qu'est-ce que je vais faire des livres? En fait, qui va lire mes livres et aussi ma collection de vinyles?
à qui je vais la léguer parce que j'ai Et 2 comment, enfants. et quelle sera la réception? C'est ça, c'est ça. aussi. Fait que, évidemment, je suis pas sur le bord de mourir, je pense pas. Mais j'espère que non, je pourrais pas monter cette Bah oui, c'est ça, ça serait Les gens dommage. pourront pas Ce entendre serait que je- dommage, Fred. Oui, puis je Oui. vais vous faire peur Allez-y. parce que j'y pense Bon. là, soudainement. La dernière fois qu'un podcasteur Oui. a accueilli un auteur journaliste Ouais, venu parler d'Arlene Légère, ouais. il a reçu pour Noël une carte de vœux Talon légère. d'Arlene Légère directement, dans laquelle était insérée une lettre où on corrigeait les inexactitudes qui avaient été Tin, dites tin, tin. Mon Dieu. et ou dans la carte de vœux, Ouais. pas de trigger warning là non plus, Arlene Légère signait en disant « I don't know if you have children. Je ne sais pas si vous avez des enfants. If But- you do, I hope they are doing well. Ah, si oui, ouais. j'espère qu'ils vont bien. Ben Donc, voyons! je vous demande de me promettre C'est que dégueulasse si que vous je vais laisser ça au devez montage. recevoir Ouh. une telle carte, vous devez absolument me faire signe. Ouais, on va se revoir, Isabelle Arsenault. Merci d'être venue. Merci Vraiment. beaucoup. Merci à vous. Et pas merci pour votre anecdote de la carte postale que je vais Ouais, peut-être recevoir. sais. Ben, peut-être que c'est Mais pas non, ça vrai. arrivera pas, mais non. Au pire, c'est vous qui allez m'en envoyer une. Oui, c'est signée. ça. Non, ben moi, j'espère que c'est à moi qu'ils se rendront. Mais voyons! Merci. Hey, là, attention, l'épisode n'est pas fini. Parce que cette semaine, j'ai préenregistré pour des problèmes d'horaire parce que Philippe de Grosbois ne pouvait pas être ici avec nous. Une fabuleuse chronique de Philippe de Grosbois qui profite du cessez-le-feu entre Ah oui. Israël et la Palestine et Gaza pour faire une chronique sur le cadrage médiatique jusqu'à Oh. présent. C'est pas exhaustif parce qu'évidemment, mais quand même, il y a vraiment des réflexions super intéressantes. C'est ça qu'on va aller écouter tout de suite. Voilà. Hey, merci Hélène, merci Isabelle Merci. Arsenault. Merci à vous. Philippe de Grosbois, Bonjour. un retour. Ben oui, Oui. On rappelle, vous êtes sociologue, professeur au Collège Antique et vous êtes celui qui suit les médias pour la balado. j'essaie. Les médias avec un grand M, parce que là, on va... Traditionnel, numérique. Oui, tout. voilà. Et là, vous attaquez un gros morceau cette semaine. Oui, on va parler du cadrage de la situation à Gaza. Cadrage médiatique, évidemment. Exactement. Avant de le faire, j'aimerais quand même faire quelques petites mises au point parce que c'est un sujet quand même, on en Oui. parlera d'ailleurs, qui est délicat, épineux, sensible. oui. Bon, donc c'est ça, quelques petites mises au point. Premièrement, je suis contre toutes les morts de civils, tous les crimes de guerre. Je suis à la fois contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Oui. On a un cessez-le-feu depuis Excusez-moi, est-ce que vous condamnez les attaques terroristes? Évidemment. Ça, c'est Évidemment. obligatoire. Oui. Et ben là, depuis quelques jours, on a un cessez-le-feu, puis j'espère que ça va se maintenir parce que, surprise, surprise, c'est par un cessez-le-feu qu'on a obtenu une libération d'otages et de prisonniers palestiniens, dont plusieurs étaient détenus sans accusation en passant. Donc, on espère que le cessez-le-feu va pouvoir se maintenir. Deuxième mise au point, faire la distinction entre expliquer et justifier. Je pense que c'est important quand on parle de situations comme celle-là. Oui. Moi, je viens des sciences sociales. En sciences, quand on identifie des relations de cause à effet, c'est pas parce qu'on veut célébrer les faits. On essaie d'expliquer les C'est une belle choses. formule, ça. Si je vous dis, Fred, que vous avez passé au feu parce que vous avez laissé une allumette traîner, je suis pas en train de dire c'est bien fait pour vous. Non. Puis je suis content que vous ayez passé au feu. Donc, faire la distinction entre expliquer J'ai et arrêté de justifier. fumer. Oui, Il y a mais peu de chance. des chandelles. La je sais fondue, pas. la fondue chinoise. Exact. Bon. En tout respect pour le peuple de Chine. Ouais. Oui. Troisième mise au point, je ne suis pas spécialiste. On reviendra d'ailleurs sur la question de l'expertise. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi. Il y a des Israéliens, des Palestiniens qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je connais, c'est les médias. Donc, Oui. c'est de ça dont je vais parler. C'est par cet angle-là que je vais le prendre. Puis même là, j'ai pas tout écouté. Non. Ça prendrait des études plus poussées pour vraiment voir le traitement. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses qu'on peut Il se retenir. publie énormément de choses. Donc C'est on ça. ne peut pas tout suivre. Puis Cela faire- dit, il y a des grandes tendances, je pense, qu'on peut dégager quand même. Je hein. pense que oui. Puis, en fait, c'est ça. C'est ce qui serait intéressant, ce serait voir plus au niveau quantitatif. Tu sais, combien de temps on donne aux personnes israéliennes, aux Ouais. personnes palestiniennes. On Bon, dirait que, analyse des mots. on va dirait en que j'ai parler un peu beaucoup. déjà mes réponses. Ouais, ben. Faire attention, cela dit. Exact. J'ai ma conscience professionnelle là, qui est ici Oui, oui. avec nous. Bon. On la salue, elle est là. Voilà, c'est ça. On la salue. Alors, peut-être la première chose, avant de parler du cadrage comme tel, je trouve que, surtout peut-être dans les premières semaines, on a encore beaucoup regardé la désinformation au sens qui est sur les médias sociaux, telles images qui sont Il y avait beaucoup de mises en décontextualisées. garde.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un danger avec la désinformation, mais une désinformation spécifique, ce qui est sur les médias sociaux, qui vient un peu d'on ne sait pas où. Puis c'est vrai, c'est un vrai enjeu. Puis d'ailleurs, petite suggestion de lecture, on mettra le lien dans l'infolette, de Thibaut Prévost, qui est, moi je trouve, un des bons analystes techno dans le monde francophone. C'est en France, le site Arrêt sur image. Il a écrit un livre un article plutôt qui s'appelle Casser Internet. Et puis c'est sûr, en fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait parlé dans la dernière chronique, qui est le fait que les GAFAM, les médias sociaux, l'information, ça les intéresse de moins en moins. C'est trop compliqué. Et là, dans le fond, la situation à Gaza, c'est un peu le résultat de ça. C'est-à-dire que c'est tellement bordélique que finalement, c'est extrêmement complexe de se démêler dans tout ça. Mais il me semble que les enjeux de fond sont ailleurs, à savoir, c'est ça, ce qu'on appelle le framing, ce qu'on appelle le cadrage de la guerre sur Gaza. C'est quoi le cadrage? C'est, dans le fond, on parle de cadre, c'est les cadres d'interprétation. Qu'est-ce qui nous est donné pour saisir un problème, saisir un phénomène? Donc, comment on va délimiter ça? Comment on le définit? Et en quoi ce cadrage-là, sans nécessairement nous imposer une opinion, mais reste que ça induit, ça nous amène à envisager la situation d'une certaine manière. Fait que si on regarde le cas de Gaza puis de l'occupation israélienne, on peut voir plein d'exemples. Je me dis, dans le fond, c'est comme un peu une leçon sur le cadrage que je vous offre. Premier élément, quand est-ce que ça commence, cette histoire-là? Le cadrage actuel fait commencer les événements le 7 octobre. Donc, c'est les attaques du Hamas en Israël. Le problème avec ça, c'est qu'on a peu de contexte. Quand on fait tout commencer le 7 octobre, c'est comme si c'était le moment zéro. On a peu de contexte pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça amène à voir les actions d'Israël comme une seule réponse ou riposte aux attentats du 7 octobre. Voilà. Donc, quand on parle du droit de se défendre, par exemple, c'est sûr que si on regarde les attaques en question, là, ça tombe un peu sous le sens qu'il va falloir qu'ils peuvent se défendre. Mais si on part seulement au 7 octobre, effectivement. C'est ça. Mais on pourrait aussi faire commencer le problème, puis il y a quand même des gens qui l'ont ramené, de faire commencer le problème il y a 75 ans, dans la situation de colonisation, d'occupation. Puis même, tu sais, on peut remonter très, très loin, mais même sans remonter aussi loin, si on prend juste 2023, là, on va beaucoup parler de Gaza, mais les territoires palestiniens, il y a aussi la Cisjordanie. Et je pense que peu de gens savent que juste entre janvier et août 2023, donc de cette année, il y a 172 Palestiniens et Palestiniennes, dont des enfants, qui ont été tués dans le contexte du développement de la colonisation. Donc, ça peut être par des policiers, ça peut être par des militaires, ça peut être par des colons. Et depuis le 7 octobre, il y en a eu 200 autres qui ont été tués. Mais là, on n'est pas à Gaza, puis la Cisjordanie n'est pas contrôlée par le Hamas. Fait que là, déjà, de placer ça, là, on est juste en 2023. Là, on est dans un contexte qui est un petit peu différent. Donc, quand est-ce que ça commence? Déjà, là, il y a un enjeu. Ensuite, on va beaucoup parler des mots à la chronique aujourd'hui. Comment on appelle cette situation-là? Comment on la nomme? Moi, le terme que j'ai vu le plus, dans les bandeaux, les surtitres, tout ça, on dit beaucoup « guerre Israël-Hamas ». C'est pas un terme qui va nécessairement de soi parce qu'on parle d'un pays contre une faction politique. Mais en même temps, la Palestine n'est pas un pays. Oui, on arrivera sur la Palestine. Tantôt, j'ai même fait des découvertes dans les dernières semaines sur... c'est un terme qui est très, très, très balisé dans les médias de parler de Palestine. Mais de dire guerre Israël-Hamas, c'est ça, c'est une faction politique, c'est un territoire occupé, mais ça... Je dirais, ça convient bien ou ça va dans le sens de la manière qu'Israël a de définir la situation parce que eux disent, on n'attaque pas les civils, on attaque le Hamas. Ils disent toujours, ils sont en guerre contre le Hamas, alors que quand on regarde la quantité hallucinante de morts de civils, évidemment, on se pose la question, c'est-tu vraiment le Hamas qui est ciblé? Ça ne peut pas tous être des militants du Hamas. C'est ça, là, quand on cible des écoles, des hôpitaux, même des travailleurs de l'ONU, des journalistes, ça tombe vraiment beaucoup. Fait
Fait que, est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre Israël-Hamas? Même guerre Israël-Gaza, c'est discutable parce que Gaza, c'est pas un territoire souverain. C'est un territoire qui est assujetti. Fait que c'est comme si c'est des termes qui ne rendent pas compte du fait qu'on est dans une relation qui est très asymétrique, finalement. Il y a un pays avec des ressources militaires, de surveillance qui sont énormes, qui ont un appui de grande puissance occidentale versus un peuple qui est dans une situation d'apartheid. Fait que d'avoir un terme qui les pose un peu comme des égaux, en soi, c'est problématique. J'ai vu un clip de AJ+, qui est comme Al Jazeera, mais comme plus la version en ligne de médias sociaux, qui un peu critique ces termes-là. Eux, ils ont choisi de parler de guerre d'Israël sur Gaza. En anglais, c'est War of Israel on Gaza. Et ils disent, on parle de l'occupation israélienne plutôt que du conflit israélo-palestinien. On pourrait aussi dire guerre d'Israël à Gaza. Bon, c'est vrai que c'est pas évident quand même d'avoir le bon terme, mais je pense que ça vaut la peine au moins de le questionner. Aussi, oui, tout à fait. Peut-être une autre suggestion de lecture aussi dans Le Devoir. Zachary Goudreau a fait un article début novembre. Ça s'appelle « Le conflit Israël-Hamas. Est-il réellement une guerre? » Puis il y a quand même des bonnes questions parce que c'est ça. On va en avoir des critiques, mais encore une fois, il faut envoyer il y a des belles choses. Souligner les bons coups quand on les voit. Sur le terme Palestine, donc qu'on mentionnait tantôt. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris récemment, là, que l'emploi du mot Palestine, c'est pas si évident que ça dans différents médias. Là aussi, bon article dans Montréal Campus, Théo Quentin, les médias prudents avec l'utilisation du mot Palestine. Là, j'ai appris qu'en 2021, il y a un journaliste de CBC qui a dû s'excuser pour avoir dit le mot Palestine en ondes. Ah oui, the P-word. Ouais, oui, le mot en P. Parce que, la Palestine n'est pas un pays qui est reconnu par l'ONU. Par contre, dans les derniers paragraphes de cet article-là de Théo Quentin, on dit que les médias n'hésitent pas à nommer Taïwan, même si c'est un État qui est encore moins reconnu au niveau international que la Palestine. C'est intéressant. Puis là, on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques derrière quel mot on emploie. Aussi, il y a à CTV, il y a une directive de CTV qui a été envoyée le 10 octobre. En fait, je pense même que c'est de plusieurs médias de Bell, donc pas seulement CTV, je pense. Et ça, c'est The Breach, un média indépendant du Canada anglais qui a sorti ça. Donc, directive envoyée aux employés, donc quelques jours après les attaques en question, où ils disent, donc je le dis en anglais, là, While Palestine has observer status at the United Nations, Palestine as a nation does not currently exist. Donc, la Palestine envoie des observateurs à l'ONU. Elle a un statut d'observateur. Voilà. Mais en fait, même là, c'est un petit peu faux parce que c'est un statut d'État observateur aux Nations Unies. Mais ils disent, OK, ils ont un statut d'observateur aux Nations Unies, mais la Palestine comme nation n'existe pas en ce moment. Fait que c'est une affirmation éditoriale, mais en même temps, c'est une affirmation politique aussi. Là, et là, évidemment, il y a la traduction, mais on parle de nation, mais on parle même pas d'État. C'est ça. Il y a quand même un autre. C'est ça. Il y a un autre degré. C'est comme une non-reconnaissance de la Palestine. Puis en fait, le Canada, au niveau international, on est dans une minorité là, qui ne reconnaît pas l'existence de la Palestine. Un autre mot qui a été l'objet quand même de discussions quand même assez fortes, c'est le mot de génocide. Ouais. Et bon, encore là, quand je parlais de l'expertise tantôt, moi, je n'ai pas l'expertise pour dire si c'est un génocide ou pas. Mais je regarde la couverture médiatique et je vois quand même des choses intéressantes. Il y avait un article du 24 heures, fin octobre, qui s'appelle « Israël est-il en train de commettre un génocide à Gaza ?» avec un point d'interrogation. Plusieurs explications sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout ça. Quand on arrive sur le fond de la question est-ce que génocide, on dit les experts sont prudents. On a une prof de l'Université Laval, la seule personne qui est interviewée pour l'article, qui dit on ne peut pas parler de génocide à l'emporte-pièce. OK, mais un ou deux paragraphes plus loin, on dit qu'il y a 800 spécialistes qui ont tiré la sonnette d'alarme à dire attention, il y a peut-être un génocide. Je comprends les journalistes de dire c'est pas à nous à déterminer si c'est un génocide, mais il y a toutes sortes de façons qu'on peut dire justement, plusieurs experts considèrent que c'est un génocide. Il y a un danger de génocide, il y a des risques, il y a une situation qui pourrait s'apparenter à, on essaie d'éviter, parce que c'est ça serait le fun de prévenir. Si on a quelque chose qui... Puis, je disais 800... Pas attendre que ce soit fait pour dire finalement, c'en était un. Oui. Et d'autant plus que, je parlais des spécialistes, il y a aussi des gens spécialistes de l'Holocauste, tout ça, qui ont dit oui, c'est un textbook case of genocide, c'est un cas d'école. Et une des raisons qu'ils disent, c'est que c'est rare qu'on a... Une des choses qui est difficile à prouver pour les génocides, c'est les intentions. Est-ce que c'était les intentions? Alors que là, on a plusieurs citations qui
semble aller dans le sens de montrer des intentions génocidaires. Un mot qui est super important, qui est comme incontournable quand on parle de la situation avec Israël et la Palestine, c'est le mot complexe. Donc, le mot complexe, ça joue un rôle qui est capital. Tantôt, je disais aussi, il y a délicat, épineux, sensible. J'ai un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est juste que c'est toujours des exemples plus forts quand c'est François Cardinal, on l'a noir sur blanc. Un article de fin octobre qui s'appelle « Dissiper le brouillard de la guerre », où il dit « La difficulté de couvrir cette région du Proche-Orient lorsque des attaques et répliques surviennent réside bien sûr dans la complexité d'un conflit historique, mais aussi dans la polarisation qu'elle provoque dans la population. Il faut être du bord des agresseurs ou du bord des victimes, c'est l'un ou l'autre. » Et là, c'est cette phrase-là que je trouve assez frappante. Il dit « Et le bord qu'on choisit décide qui dans l'histoire est jugé agresseur et victime. » Donc, c'est comme si la complexité fait qu'on n'est même plus capable de nommer la symétrie dont je parlais tantôt. C'est comme si la posture d'agresseur, de victime devient comme quelque chose... Est-ce que c'est dans son calepin de l'éditeur adjoint? Oui, c'est ça. Calepin que, je précise, c'est quand même rare dans les médias en ce moment qu'on a des réflexions à caractère un peu plus épistémologique, c'est-à-dire comment on nomme les choses, les enjeux d'objectivité, neutralité. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais je souligne quand même que c'est bien qu'on ait cette réflexion-là. Et ça nous fait du bon matériel pour rebondir à la balado. Effectivement. Et puis, ça serait bien... Peut-être en passant, ça serait le fun que ces réflexions-là ne soient pas juste l'apanage des cadres ou des patrons. Il pourrait avoir le carnet du journaliste surnuméraire non permanent. Oui, d'autant plus que, puis on en parlera plus tard, les surnuméraires, en tout cas, il y avait des surnuméraires qui avaient des critiques, pas sur la presse, mais je parle dans différents médias. Fait que, si je reviens à la question de la complexité, ben, c'est que pour moi, ça joue au moins deux rôles de dire c'est complexe. Premièrement, ça permet de faire des euphémismes, en fait, d'éviter de nommer clairement une situation qui est asymétrique. Et pour revenir à la question, est-ce qu'il faut être du bord des agresseurs, des victimes? Je pense pas que la question, c'est tant de privilégier un côté ou l'autre que de nommer les choses comme elles sont. Quand on parle d'apartheid, quand on parle de situation de colonisation, d'occupation, pour moi, je ne le vois pas nécessairement comme le fait de prendre parti que de nommer une réalité qu'on est capable de détailler par toutes sortes d'arguments. Puis la complexité... Il y a des Israéliens qui le nomment. Ah, absolument. Cet état de fait-là. Tout à fait. Dans le journal Haaretz, par exemple, qui en ce moment même il commence à être intimidé par Netanyahou. Mais oui, absolument. Puis dans des Juifs aux États-Unis, il y a beaucoup de contestations en ce moment, puis qui nomment aussi cette situation-là. Fait que là aussi, ça vient un peu bousculer un certain cadrage. Mais sur la complexité, l'autre rôle, donc oui, euphémiser, mais il y a aussi j'ai l'impression que dire c'est complexe, c'est un peu comme un avertissement, de dire attention, si tu veux aller te mouiller là-dedans, si tu veux aller te prononcer là-dessus, tu as intérêt à vraiment bien connaître ton affaire parce que c'est très, très, très complexe. Il y a Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas si vous connaissez Ta-Nehisi Coates, Fred, qui avait fait Une colère noire, Between the World and Me en anglais, un livre qui avait eu quand même un grand... un prof, je pense. Je pense qu'il est journaliste à la base. Okay. Mais moi, j'ai entendu dans un contexte universitaire, peut-être dans une conférence ou un colloque. Dernièrement, il était à Democracy Now! Parce que dans les mois précédents, il était allé justement en Cisjordanie et ça a été comme une sorte de révélation pour lui parce qu'il voyait comment justement l'apartheid, la ségrégation, les statuts différents, lui, ça lui a donné des gros flashs sur la situation aux États-Unis dans le temps de... l'afro-descendant, Exact. Et lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est oui, l'histoire, c'est compliqué, puis il y a toujours des détails, il y a des particularités historiques, il y a des nuances qu'il faut faire. Mais c'est comme si on ramène souvent la question de la complexité, comme pour dire, faut avoir un doctorat sur le Proche-Orient pour avoir la légitimité de se prononcer, alors que finalement, quand lui était sur place, il dit, la réalité m'apparaissait de façon extrêmement crue. Le double standard par rapport au droit, qui peut aller où. Bon, il raconte même comment, pour pouvoir passer un certain, je sais plus si c'est un checkpoint ou une certaine frontière, on lui demande c'est quoi ta religion, puis il dit je suis pas très pratiquant. Il dit c'est quoi la religion de tes parents, puis eux autres non plus. Fait que finalement ils sont remontés aux grands-parents, puis il a dit chrétien, puis il a fait OK, c'est beau, tu peux passer. On reste dans les mots. Un autre terme que je trouve qui est peut-être moins central que complexe, mais
je trouve quand même assez parlant, le mot éternel. Donc, quand on va sur le site de Radio-Canada, là, je ne vais pas vérifier aujourd'hui, mais la semaine passée, sur on est fin novembre. Oui, le dossier qui ramasse un peu tous les articles là, sur la situation, le titre en haut, c'est « Proche-Orient, l'éternel conflit ». C'est long, l'éternité, Fred. Hein? C'est autant sur... Surtout vers la fin, oui, c'est comme ça. disait Woody Allen. Ouais. Mais on peut aller dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire, dans le passé, ça remonte à des décennies. Puis en tout cas, on peut y voir comme un sous-entendu qui est un peu... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, ça fait des décennies que ça dure. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? C'est comme une chicane de famille qui dure sur des générations. Puis oui, c'est ça, un message pour l'avenir. Ça se terminera jamais. Il y a quelque chose d'assez insidieux parce que c'est comme si on donne une profondeur historique en donnant ce terme-là, l'éternel conflit. Mais encore une fois, c'est comme une profondeur qui vient embrouiller la situation plutôt que venir la clarifier. C'est comme si ça vient comme rajouter du flou. À une situation déjà complexe. Oui, c'est ça. Ensuite, comment on parle des morts? Comment on parle des prisonniers, des prisonnières? Quelle attaque est barbare ou sauvage? Le terme de barbare, moi, je trouve même parfois à gauche est utilisé. Moi, j'aime pas ce terme-là, barbare, parce que je trouve qu'on est dans un champ sémantique assez conservateur. Quand quelque chose est barbare, ça veut dire qu'on est du côté de la civilisation. Tout à fait. Déjà, le mot sauvage a été utilisé, puis ça aussi, c'est avec The Breach, le travail de The Breach sur CTV. Puis j'ai appris, en fait, que dans le Canada anglais, le bulletin de nouvelles de CTV, c'est le plus écouté au Canada anglais. Fait que c'est quand même pas rien. Là. Ici, CTV, c'est comme un peu... ça a l'air un peu marginal, là. Mais au Canada anglais, c'est quand même très écouté. Et il y a une lectrice de nouvelles, donc vraiment... qui fait juste lire les nouvelles, là, qui a utilisé le mot sauvage pour décrire les attaques du 7 octobre. Encore là, quand on parle des morts, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été tués. La BBC, je pense que c'est dans un tweet, on parlait de Palestiniens en disant qu'ils sont morts, et ils parlaient d'Israéliens en disant ils ont été tués. Dans le même... c'est pas pareil. Non, absolument. C'est la forme passive ou une forme où... Parce que si on dit « ont été tués », ça veut dire qu'on nous invite à imaginer qui a tué. Il y a le geste de tuer. Alors que sont morts, ça pourrait à la limite être un accident ou justement, c'est l'idée, c'est des civils, mais est-ce que c'était volontaire? Ils sont morts, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Philippe de Grosbois, le même glissement par rapport aux otages et aux prisonniers de guerre. Exact. C'est ça. Là, on est plus dans l'actualité plus récente. J'en ai deux exemples, en fait. Il y en a un qui vient d'un journaliste irlandais. Encore là, c'est dans un tweet. Fait que c'est vraiment dans un seul message où on dit « 53 hostages to be released, mostly children and mothers ». Donc, des otages israéliens, surtout des enfants et des mères. 150 Palestinian prisoners released, mostly women and minors. Donc, des femmes et des mineurs. C'est subtil, là. C'est pas des différences énormes. De guerre, ça induit l'idée qu'il y a eu une espèce de respect de convention internationale, alors que les otages, c'est des terroristes, c'est des sauvages. Et dans le cas des prisonniers, c'est ça, c'est que la majorité des prisonniers qui ont été libérés par Israël, donc des Palestiniens, des Palestiniennes, c'est pas des gens qui étaient formellement accusés. Ils appellent ça de la détention administrative. Donc, on peut c'est-à-dire aléatoire. Probablement. Là, je ne sais pas à quel point c'est aléatoire, mais en tout cas, c'est qu'on n'est pas dans un cadre juridique. Même se demander jusqu'à quel point est-ce que c'est pas une certaine forme d'otage. Mais là, comme on est dans un cadre qui est plus étatique, puis qu'on a peut-être une déférence plus grande par rapport au cadre étatique, on le nomme différemment. Puis, même chose de Guardian, on a dit The hostages to be freed are women and children, and the Palestinian prisoners are also women and people age 18 and younger. Fait que les otages, il y a des enfants, puis dans les prisonniers palestiniens, il y a des gens de moins de 18 ans. Donc, c'est ça. Le choix des mots, puis comme je dis, ça peut avoir l'air des trucs peut-être un petit peu anodins ou qu'on joue un peu sur les mots, mais c'est des petits choix comme ceux-là qui peuvent être des choix tout à fait inconscients par ailleurs, que c'est pas nécessairement volontaire, mais qui induisent une certaine lecture de la réalité. L'autre élément, c'est sur... là, on va quitter un peu l'univers des mots, mais c'est la question des sources officielles, la dépendance à certaines sources officielles. On a un premier extrait qui est de CNN, où on raconte un peu comment on va être embedded, comme on dit, ou embarqué avec l'armée israélienne. Yesterday, CNN's Jeremy Diamond went into Gaza on an IDF embed.
I should note that journalists embedded with the IDF in Gaza operate under the observation of Israeli commanders in the field and are not permitted to move unaccompanied within the Gaza Strip. As a condition to enter Gaza under IDF escort, outlets have to submit all materials and footage to the Israeli military for review prior to publication. CNN has agreed to these terms in order to provide a limited window into Israel's operations in Gaza. Traduisons. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est qu'il y a comme une entente, si vous voulez, entre l'État israélien et CNN qui ont accepté. Oui, l'armée israélienne qui ont accepté de pouvoir entrer à Gaza, mais avec certaines conditions, dont notamment que leur matériel doit être revu par l'armée, les vidéos, tout ça. Au moins, CNN est transparent. C'est ça. Il faut quand même leur donner ce point-là, que c'est dit clairement. Même si c'est dit, reste que ça pose problème d'avoir cette dépendance-là. Puis c'est dit une fois, hein? Oui, je suis pas sûr qu'à chaque fois c'est mentionné. Là, on l'a attrapé au passage. C'est ça. Il y a une bonne entrevue qui a été donnée par Léa Beaulieu-Kratchanov, qui est de chez Pivot, à Radio-Canada. Radio-Canada qui qualifie parfois Pivot de médias militants. Tout à fait. Là, ça a J'ai passé. déjà pété ma coche ici. J'ai pété ma coche, il faut le dire, là, mais oui. Je trouvais que c'était intéressant, mais justement, des fois, j'ai l'impression que des médias qu'on qualifie de plus militants, je parlais de The Breach tantôt, le fait qu'ils aient un certain angle particulier leur permet de mettre en lumière des choses que d'autres ne verront pas. Moi, c'est ce que je soutiens beaucoup, en fait. C'est qu'on on va chercher des angles morts. Votre angle, c'est pas grave, vous en avez un. C'est ça. Puis que le média militant ait ses angles morts, c'est correct. Mais si on a un écosystème médiatique qui est diversifié, ben, il va y avoir des allers-retours. Puis c'est correct. Bref, on l'a interviewé sur la question de la désinformation, puis j'ai trouvé ça très, très pertinent qu'elle ramène ça sur justement que la désinformation, ça vient d'abord des États, ça vient des lieux de pouvoir. Et donc, je reviens un peu à mon préambule sur quand on disait, ben oui, beaucoup de questions de la désinformation, mais encore une fois, c'est que j'ai l'impression qu'on s'attarde sur du petit gibier en parlant de la désinformation en ligne, alors que de parler de la désinformation qui vient des États, qui vient des militaires, si on n'en parle pas, c'est comme si ça nous évite d'interroger le rôle que le journaliste peut avoir dans la propagation de cette désinformation-là, parce qu'il y a une dépendance par rapport à ces sources-là. Autre exemple par rapport à ça, c'est le nombre de morts palestiniens qui a été remis en cause pendant quelques semaines. Je pense que maintenant, ça a passé un peu. Mais vraiment, quand on était dans les bombardements très, 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 très intenses, et donc Israël le remettait en cause, le gouvernement américain l'a remis en cause en disant c'est les chiffres du Hamas. Et même dans des médias neutres et factuels, souvent, on va rajouter le nombre de morts selon les chiffres du Hamas. Donc, encore une fois, pour dire, prenez ça un peu avec un grain de sel, alors qu'en fait, l'ONU a toujours accepté ces chiffres-là. Cette base de données-là a déjà été utilisée à d'autres moments dans le conflit, dans l'occupation, puis ça n'a jamais été remis en cause. Puis il y a même une personne du département d'État américain vers le 10 novembre qui a dit que le nombre est probablement plus élevé que les chiffres du Hamas parce qu'il y a tellement de gens qu'on n'a pas retrouvés, qui sont dans les décombres et tout ça, que c'est probablement plus que le chiffre officiel. Donc, de dire, ces chiffres-là sont contestés et tout ça, ben, on est en train de semer le doute sur des chiffres, alors qu'il n'y a pas de véritable raison de les remettre en cause. La seule raison, c'est que c'est des chefs d'État qui nous invitent à en douter. C'est ça la raison. Puis d'ailleurs, on a appris quand le cessez-le-feu commençait à se mettre en place, qu'on finalisait les négociations, il y avait un article de Politico qui disait qu'une des raisons, puis ça c'était comme une source à l'interne, qui disait qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain était réticent à un cessez-le-feu, c'est qu'il craignait que les journalistes, à partir de là, pourraient entrer plus facilement et constateraient l'ampleur de la destruction. Les sources officielles, c'est quand même un enjeu. Autre point, avec qui est-ce qu'on nous invite à être empathique? Quand je parlais d'études empiriques tantôt, moi, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais ça qu'on ait davantage de données. On a quand même des indications d'un certain déséquilibre. The Breach, ils ont fait 2 articles dans le fond sur CTV. Il y en a un qui est sur la directive dont je parlais tantôt et il y en a un autre qui, eux, ils ont fait une analyse vraiment quantitative sur 1 mois de couverture de CTV, leur émission CTV National News, donc du 7 octobre au 7 novembre. Ils ont constaté qu'il y avait 62% plus d'Israéliens
que de Palestiniens qui étaient en ondes. Ouais. Je trouve aussi c'est particulier quand on fait des reportages où est-ce qu'on nous invite à avoir une certaine empathie ou en tout cas à colporter sans critique le point de vue ou le témoignage de militaires israéliens. On a un autre extrait ici, c'est le 26 octobre au téléjournal avec Patrice Roy et il y a Céline Galipeau qui est sur place. Un chiffre qui circule, mais ce qui montre toute la difficulté pour les Israéliens de faire une opération dans un dédale, un labyrinthe. Alors oui, opération terrestre, mais ce n'est pas simple non plus, là. Non, c'est pas simple du tout et l'armée est bien consciente de ça. Il y a beaucoup de ces tunnels dans le nord, en tout cas, l'armée dit qu'elle les a déjà détruits. Il y a beaucoup de cibles qui ont été atteintes. Il y aurait 7000 cibles qui auraient été atteintes, touchées, détruites peut-être par l'armée. C'est ce que dit l'armée, en tout cas. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, il y a eu un grand déblayage de l'armée. Cette incursion fait partie de ce grand déblayage pour préparer le terrain. On voit aussi des zones qui ont été où on a enlevé pratiquement tous les immeubles autour de façon à ce que l'armée puisse se stationner. Bon, évidemment, on a juste l'extrait, là. Oui. C'est un extrait, c'est 6 minutes. En fait, on est peu avant... en fait, c'est qu'il commençait à être beaucoup question d'évasion terrestre, donc pas seulement des bombardements. Mais c'est ça, il y a des trucs vraiment particuliers dans cet extrait-là. Bon, on dit, 7000 cibles, c'est le chiffre qui vient de l'armée. On dit souvent, c'est l'armée qui dit ça, mais bon, oui, OK, on fait cette nuance-là. Sauf que il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de... Bon, l'armée dit ça, puis voilà. Le terme « grand déblayage » me fait un peu... ça évite à plein... J'ai plein d'images, puis on a enlevé des bâtiments, mais oui, c'est ça. On les a pas mis sur des remorques. On avait enlevé des bâtiments pour faire de la place à l'armée. Donc, c'est comme si les motifs qui sont amenés par l'armée sont comme un peu pris. Vous comprenez pourquoi on a déplacé tous ces gens? Il fallait faire un grand déblayage. Voilà. Et aussi des dédales, comme s'il y avait quelque chose de sournois. C'est pas une guerre ouverte. Ces gens-là la question ont construit des tunnels, des dédales. Ouais. Oh. Les tunnels, je sais pas pourquoi, c'est souvent fascinant. Quand on avait parlé de QAnon, je sais pas si il y avait été beaucoup... Mais cela dit, il existe des tunnels. Oui. La question il y a un hôpital, c'est Al-Shifa, je pense, qui avait été bombardé, puis on disait, il y a des tunnels du Hamas. Il y avait une vidéo de propagande d'Israël où est-ce que c'était une animation, puis on voyait en dessous des espèces de grands locaux, tout ça. Et suite à ça, ils ont eu beaucoup de difficultés à démontrer qu'il y avait le Hamas qui était là, mais il y avait effectivement des tunnels, mais c'était des tunnels qui avaient été créés par Israël. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça existe. Si j'étais complotiste, Philippe de Grosbois, je dirais que ces tunnels, il doit avoir une liaison transatlantique jusqu'à la pizzeria de New York. La pizzeria qui n'a pas de cave. Il n'y a pas de cave, il y a tunnel. C'est ça. Bon. C'est pas parce qu'on rit, c'est drôle. Hein? Non. Et on a un deuxième extrait sur le même segment avec Céline Galipeau où là, on a éventuellement un militaire qui va parler aussi. Et puis, on a pu parler aussi à des soldats. Il y a énormément de soldats. On n'a pas le droit de trop s'approcher des bases. Ça reste difficile, ça prend beaucoup de permissions. Mais dans les restaurants, dans les stations-service, il y a beaucoup de soldats qui circulent, qui viennent manger un sandwich, se reposer un peu. Et tous nous disent... qu'ils sont prêts, en fait, qu'ils attendent, qu'ils doivent servir leur pays. Là-dedans, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont pu, à un moment donné, être contre le gouvernement Netanyahou, mais là, il y a vraiment une unité qui s'est faite et ils ont des craintes parce qu'ils savent, vous parlez des tunnels, mais en même temps, ils ont hâte de pouvoir commencer cette offensive. On a pu parler, d'ailleurs, à un commandant qui a accepté à la caméra de nous dire pourquoi Israël n'a pas le choix et réagit comme le pays réagit en ce moment. No one in the world can criticize us of bombing back and fighting back, but I swear here that it will never happen again. Voilà. Moi, le mot qui m'a accroché le plus tantôt, c'était grand déblayage, mais là, c'est ils ont hâte. Ouais. Là aussi, c'est ça. C'est comme si on nous invite à adhérer ou en tout cas à avoir une certaine empathie. Et en plus, il y a des gens de gauche. Oui. Il y a une grande unité. On reviendra tantôt sur l'unité en Israël. Je suis pas sûr que... c'est pas les échos que j'ai lus, moi, dans d'autres médias. Ouais. Et puis un peu plus, on avait la constitution du dit sandwich. Et on avait quand même beaucoup de détails. Quand je disais tantôt, ça prendrait plus d'études empiriques, c'est sûr que là, si on a un segment qui porte juste là-dessus, évidemment. Après, parce que ça, c'est des réponses que parfois les journalistes vont offrir, mais là, c'est parce que vous prenez ce segment-là, mais on en a fait un autre. Bon, là, si on avait quelque chose de plus quantitatif, mais même là, au-delà
au-delà de la proportion, qu'est-ce qu'on donne à un tel, moi, c'est ça, j'ai un certain malaise à ce que le point de vue de l'armée soit quelque chose qui nous soit présenté avec aussi peu de distance. Et peu importe l'armée. Peu importe l'armée. Comme une source valable comme une autre. Oui, c'est ça. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très délicat, là, je vais utiliser le mot sans ironie, il y a quelque chose de très délicat à ce que des soldats qu'on essaie d'humaniser finalement des soldats qui s'apprêtent à les tuer là, finalement. Faut pas l'oublier. Il me semble que c'est quelque chose qui devrait être fait avec énormément de prudence. Puis je répète, peu importe de quelle armée on parle, même une guerre qui est faite pour des bonnes causes, une guerre de libération, ça reste une guerre. Puis ça mène à des atrocités, ça mène à des viols, ça mène à des morts de civils. Fait que d'amener ça en disant oui, ils ont hâte, j'ai quand même un peu de misère avec ça. Dernier élément sur le cadre, puis ensuite on verra comment il est peut-être un peu remis en question aussi, parce que ça aussi, c'est ce qui est particulier dans le contexte actuel, la contestation est quand même inédite, vraiment dans des niveaux très, très, très élevés. Mais avant ça, dans le fond, quand on parle justement de cadrage, ça veut dire qu'il y a des balises, il y a un cadre, il y a une limite, et il y a des choses qui se retrouvent en dehors du cadre. Alors, qu'est-ce qui se trouve en dehors du cadre en ce moment? Je donne quelques exemples, on pourrait sûrement en trouver d'autres. Des choses qui sont, selon moi, peu amenées, puis qui viendraient un peu bousculer cette manière de définir la situation. Premièrement, quelque chose qui est peut-être peu connu, Israël, c'est un leader mondial de dispositifs de surveillance. Gaza, on a beaucoup dit, c'est une prison à ciel ouvert, mais c'est aussi un laboratoire de dispositifs de surveillance par drone, la reconnaissance faciale. Et si on fouillait, là, on trouverait probablement des investissements de compagnies et de fonds commun de placement du Québec et du Canada dans ces entreprises-là. C'est le genre de choses qui pourraient être investiguées. Le Canada a vendu des armes à Israël dans les dernières années. Mais ce que je trouve intéressant sur la question de la surveillance, c'est que puis même, c'est comme je dis, même des dispositifs de reconnaissance faciale, tout ça, il me semble qu'on n'a pas vraiment vu la question, mais comment ça se fait que ça n'a pas empêché les attaques du 7 octobre? Que des gens qui sont aussi surveillés, fichés, tout ça. Avec des technologies sophistiquées. Oui, ça devrait nous amener, encore une fois, ce sont des gens sournois. Les Palestiniens, les Hamas sont sournois, ils ont des tunnels. Je ne sais pas jusqu'où ils vont, les dits tunnels, mais il me semble qu'on devrait vraiment interroger ces dispositifs-là, en général de surveillance qu'on subit tous. Il y a des gens qui disent que, un peu comme le 11 septembre, c'est qu'on a laissé les choses se dérouler pour après ça mettre en place des politiques intérieures qui répondent à des objectifs. Oui. Mais en tout cas, le prétexte, la raison pour laquelle on dit avoir mis ça en place, ça semble pas être super efficace. Non. Ça serait intéressant qu'on se questionne là-dessus. Autre chose en dehors du cadre, nos gouvernements, en ce moment, appuient le gouvernement israélien de manière beaucoup plus convaincue et unanime que la population israélienne elle-même. C'est fou, ça. Il y a beaucoup de contestations. C'est sûr que les Israéliens ne sont pas nécessairement contre l'occupation comme telle, mais reprochent au gouvernement de ne pas avoir fait son travail pour les protéger. Et rappelons, j'en ai parlé ici, quand tout ça, en fait, à partir de l'attaque du Hamas du 7 octobre, j'en avais parlé, entre autres, il y avait beaucoup de contestations dans les rues de plusieurs villes en Israël par rapport à ce gouvernement-là. Et le conflit a mis un couvercle sur tout ça. C'est ça, c'est que même il y avait de la mutinerie dans l'armée, il y a des gens qui étaient très critiques, des hauts gradés aussi. Même avant le 7 octobre, il y avait beaucoup de contestations. Encore là, pas nécessairement sur la question de la relation avec les Palestiniens, mais sur le fait que le gouvernement de Netanyahou voulait miner le pouvoir des juges. Donc, jouer dans la Constitution, entre les pouvoirs créer des catégories de citoyens, c'était là. Oui. Avec de très, très grandes manifestations. Donc, ce gouvernement-là partait déjà avec un haut niveau d'impopularité. Puis là, c'est comme si ces attaques-là en ont rajouté une couche. Puis même, il y a des analystes qui disent que peut-être que une des raisons pour lesquelles Netanyahou ne voulait pas de cesser le feu, c'est que c'est possible qu'il soit sur du temps emprunté. Bon, bref. Je l'ai mentionné tantôt, mobilisation historique de Juifs pour un cessez-le-feu, notamment aux États-Unis, des actions de désobéissance civile de grande envergure à la gare de New York, à Washington, tout ça, qui là aussi vient un peu comme remettre en question ou miner un certain cadrage où on voit ça beaucoup comme un conflit religieux. C'est les Juifs, c'est les musulmans. Puis il y aurait beaucoup de nuances qu'on pourrait apporter par rapport à ça, mais là, c'est de plus en plus... ça crève les yeux, en fait, que... Ça, c'est nouveau, ça.
Oui, de mémoire, moi, j'avais jamais vu autant de contestations. Il y a des organisations qui existent depuis longtemps, Jewish Voices for Peace, tout ça, mais oui, l'ampleur est vraiment plus grande, puis il y a en tout cas pour les États-Unis, il y a des gens qui identifient comme un clash générationnel, en fait, qu'il y a vraiment une ancienne génération qui est très, 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 très fidèle à Israël et une autre génération qui a développer d'autres liens de solidarité puis qui amènent un autre discours. Dernier élément en dehors du cadre aussi, c'est pour moi le décalage complet entre l'opinion publique de plusieurs sociétés occidentales et les positions de leurs gouvernements respectifs. Et ça vaut pour le Canada aussi. Sondage début novembre qui disait que 65% de la population du Canada était pour un cessez-le-feu contre 19% qui étaient contre le cessez-le-feu. Donc, c'est du 3 pour 1 à peu près. C'est absolument pas la position qu'on voit de la part de Trudeau, ou de Mélanie Joly. Ouais. Donc, je terminerai peut-être puis pour une note un petit peu plus positive parce que c'est quand même une situation absolument catastrophique, absolument atroce. Moi, c'est ce que j'appelle les glitches dans la matrice. Oui, il y a de la contestation, mais le discours médiatique habituel, le train-train, si on veut, qui est encore une fois par le choix des mots, par des trucs très anodins, des décisions qui se prennent comme ça au jour le jour, il est de plus en plus remis en question. Il y a eu des manifestations ici devant Radio-Canada, même avec des actes de vandalisme. Il y a eu des manifestations devant le New York Times. Il y a des gens du New York Times qui ont démissionné, 2 personnes. En fait, quand on parlait tantôt des surnuméraires, il y en a que c'est des pigistes, puis il y avait des réflexions assez intéressantes. Il y avait quelqu'un qui disait, moi, je suis pigiste, je suis à contrat, mais le New York Times me demande quand même d'adhérer à une certaine ligne à la position officielle. Oui. Eux, ce qu'ils disaient, c'est un peu quand on dit les millennials là, qui, au travail, ils veulent tout contester, tout ça. Mais en même temps, ils avaient raison. Ils disaient, donnez-moi de l'assurance santé, donnez-moi des cotisations de retraite. Je vais commencer à considérer c'est quoi votre position éditoriale. Là, vous me donnez aucune sécurité d'emploi, puis vous me demandez de suivre. Mais laissez faire, je m'en vais. Des journalistes de la BBC qui dénoncent leur propre employeur. Il y a un article dans Al Jazeera par rapport à ça. D'ailleurs, Al Jazeera, on peut dire la même chose que pour les médias militants. On peut questionner leur neutralité, mais ça a le mérite d'amener un point de vue qui est différent. On a un angle qui est tout à fait nouveau. Donc, le fait que 8 journalistes de la BBC dénoncent, je pense que c'était sous le couvert de l'anonymat, mais dénoncent leur propre employeur sur les positions, c'est probablement pas la BBC qui va avoir un article là-dessus. On a moins ça ici. Hein? Je ne sais pas si c'est parce que le milieu journalistique est plus petit, forcément au Québec, mais je vois mal des journalistes avec une certaine notoriété sortir contre certaines positions. Il y a probablement le côté petit milieu. Il y a une balado de Caladaland, de Détour, qui est animée par Émilie Nicolas. Parfois, il y a des critiques là. Bon, c'est pas sur le même sujet, mais je sais qu'elle avait reçu Vanessa Destinée, qui allait pas avec le dos de la main morte pour parler comme Jean Perron. Mais Vanessa Destinée, elle est surnuméraire aussi, je pense. Elle est pigiste. Possiblement. Oui, je pense que oui. Mais quand même, c'était des fois... Ça peut suffire pour plus être appelé. Oui, mais là, il faudrait lui demander qu'est-ce qui est arrivé après. Mais tout ça pour dire que oui, il y a beaucoup moins... C'est plus difficile, effectivement, j'ai l'impression, dans un petit milieu. Mais ça existe. L'autre point, quand je parlais de glitch dans la matrice, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand il y a des entrevues en direct et que le cadrage, justement, est ouvertement, directement remis en question par la personne qui est invitée. Puis je pense que là, il y a une question un peu pas nécessairement du timing, mais du momentum, justement, comme la contestation est très forte, puis comme il y a une urgence aussi qui est vraiment... c'est comme si ça s'est venu bousculer, puis il y a eu quelque chose qui a fait irruption, si on veut, dans le traitement habituel. Donc, on a 2 exemples de ça. On en mettra un 3e aussi dans l'infolette. Ça va être une grosse infolette cette semaine. J'ai beaucoup de liens parce que on adore ça. Ça fait comme 1 mois et demi que je lis juste ou je regarde juste des trucs là-dessus. Fait que oui, j'en ai pas mal. Le premier, c'est Bassem Youssef avec Piers Morgan. C'est qui, lui? C'est ça, je les présente. Bassem Youssef, à la base, il était médecin, mais éventuellement, il est devenu à la télé humoriste satiriste en Égypte. Il a été obligé... Oui, quelqu'un de vraiment un parcours très intéressant. Et il faisait des émissions satiriques et donc où il remettait en question le pouvoir. Autant, il y a eu la période des frères musulmans après le printemps arabe, puis après ça, le général Al-Sisi.
Et je ne sais pas exactement dans quel contexte il est parti, mais ça commençait à chauffer un peu. Donc, il est parti aux États-Unis et il poursuit un travail, c'est ça, humoriste, satiriste. Piers Morgan, c'est un Britannique. Je dirais qu'on pourrait peut-être le comparer un peu à Mario Dumont, Richard Martineau, des tribunes à la télé, tout ça, avec... plutôt conservatrice, de droite, populiste. Il était quand même contre la guerre en Irak, mais oui, c'est ça, populiste, puis c'est de l'opinion, puis c'est le choc des idées, puis je vais t'interrompre. On dit les vraies choses. Un peu macho là, dans la façon d'argumenter. Et donc, il invite Bassem Youssef, et ça vaut la peine d'écouter, là, ça dure peut-être une vingtaine de minutes, le truc au complet. On va le mettre, mais ça vaut la peine de l'écouter parce que c'est comme si son humour désarçonne complètement Piers Morgan parce que ce qu'il fait, c'est qu'il exagère en fait les positions. Il dit on n'en tue pas assez, puis ils meurent jamais ces gens-là, on n'est pas capable de les tuer, ils reviennent tout le temps, puis mais donc il le met à l'extrême, puis c'est comme s'il met l'animateur un peu face à ses contradictions parce que devant un extrême comme ça, t'es obligé de dire je voulais pas aller aussi loin. Donc ça crée comme une espèce de malaise qui vient perturber finalement. Interrupt me and interrupt my point. Sure. So, because this has to be fair. Understand. Because if you want to only hear your opinion, I can just condemn Hamas and go home. I can do that. So, do you want to do that, or do you have a much more nuanced conversation? No, I absolutely want to have a nuanced conversation. I wasn't aware I was interrupting you. I thought I was letting you speak. Amazing. So I would say I really applaud Israel for doing one thing that no military force in the world does. Because I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis, and they said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them. Because with this logic, if Russian troops started warning Ukrainians before bombing their houses, we're cool with Putin, right? I mean, okay, Habibi, you have warned them, go invade, it's fine, you have done your job. C'est drôle, il me fait un peu penser à Amir Kadir. Ah, ouais, peut-être. Non, mais le mélange, c'est pas l'humoriste. Mais Amir Kadir a de l'humour quand même, mais c'est une espèce de mélange de personnes avec un bagage scientifique, parce qu'Amir Kadir est médecin aussi. Oui, effectivement. Et qui a pas peur de confronter les médias. Oui. Bon, là, on peut traduire peut-être ce qu'il vient de dire, mais c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Ça commence, il dit, parce que c'est ça, l'autre, comme je disais, interrompt, tout ça. Puis en plus, c'est qu'ils sont à distance. Fait que des fois, il y a comme un délai, qu'il y a de la difficulté. Fait que là, il dit, si tu veux, je vais juste condamner le Hamas. C'est ça que tu veux. Tu veux pas entendre ce que j'ai à dire? Je vais condamner le Hamas, je vais m'en aller, puis c'est fini. Dans le sens où c'est ça aussi, c'est un framing de dire, si des gens amènent trop de critiques, on va dire, mais est-ce que tu condamnes le Hamas? C'est comme une façon aussi de remettre les gens à leur place en disant, tu sais, va pas trop loin, puis si tu vas trop loin, on va t'associer au Hamas, même si les gens se dissocient du Hamas. Et je le redis, je me dissocie complètement du Hamas. Et donc, ça c'est le premier élément. Puis ensuite, il dit, dans le fond, que des tribuns, on dit, ou des politiciens, c'est ça. Très, très à droite. Oui, et Ron DeSantis, c'est le gouverneur de la Floride, c'est un anti-marxiste, j'allais dire, c'est pas un marxiste-léniniste, c'est comme le contraire. Oui. Mais donc, qui ont dit, l'armée israélienne, elle avertit les civils avant de bombarder. Ça, il n'y a aucune autre armée au monde qui fait ça. C'est ça. Mais ça, Philippe de Grosbois, excusez-moi, je joue cette petite parenthèse. Ça, c'est cette idée-là, elle circule depuis longtemps quand on parle d'Israël. C'est que ces gens-là, souvent des chroniqueurs à droite, vont dire pourquoi il faut aveuglément supporter Israël. C'est que c'est la seule démocratie dans ce coin du monde. Ouais. Mais ça... Et c'est un peu ça, cet argument-là. C'est-à-dire que c'est une armée civilisée. Contrairement aux barbares, parce qu'ils avertissent avant de tuer les gens. C'est ça un peu. Oui. Mais je veux dire, je ne sais pas comment on peut parler de démocratie quand il y a une situation d'apartheid, premièrement, qu'on a des gens qui ont des droits. Et qu'on est en train de transformer la Constitution à son avantage. J'ai déjà entendu quelqu'un en entrevue à Democracy Now! C'était une femme qui disait, moi, je suis mariée avec un Palestinien. Puis il y a des choses que moi, je peux faire que mon mari ne peut pas faire. C'est carré comme ça. C'est ça. Mais bon, et donc, c'est ça. Un peu par l'humour, il va remettre ça en question en disant, dans le fond, si Poutine avait averti les civils ukrainiens avant de les bombarder, on serait correct avec ça. Et je précise aussi parce qu'il dit « How fucking cute » et l'émission de Piers Morgan, ça s'appelle « Uncensored ». Et il y a quelques fois dans l'entrevue où est-ce qu'il sacre, où il utilise des vulgarités. Puis, à un moment donné, l'animateur, il dit « Ouais, tu sais, on s'appelle Uncensored, là, mais s'il vous plaît, faites attention. » Vous sortez du cadre. Parce que Uncensored, on est un peu dans le langage un peu de la droite anti-woke, de dire ici, on peut tout dire, mais pas how fucking
cute quand même. Ici, on peut. Deuxième extrait, c'est un ancien négociateur israélien avec Yitzhak Rabin, je crois. Donc, encore une fois, qu'on voit des gens qui... Juste ça, c'est sortir du cadre, quelque part, qu'on a un ancien négociateur. C'est pas Là, on a quelqu'un qui était dans la machine. Là. Oui, absolument. Et qui... Ou dans l'œil de la tempête. Qui a des... Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a des positions très, très fermes. Et là encore, que la question qui est amenée par l'intervieweuse, il va complètement la revirer à l'envers parce qu'il considère ça inacceptable dans le contexte de toutes les morts. Ouais. The Israelis would say, well, look, we are defending ourselves. We are targeting Hamas targets in Gaza. We are trying to put an end to what we believe is a terrorist organization once and for all. Do you really keep a straight face when you say that? Do you think terrorist organizations embedded in populations who are denied their most basic rights are ended once and for all in a military campaign? Does that happen in history? Can someone credibly tell me that when the leadership of a country says we are cutting off food, electricity, water, all supplies to an entire civilian population, that they're targeting militants? I'm sorry, these kind of lies can't be allowed to pass. And when you tell yourself the lie, it leads to the wrong policy. C'est les joies du direct, hein? Donc, c'est ça. Dans le fond, il part de sa prémisse en disant, on peut pas dire ça. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? La lectrice, au début, elle dit, bon, là, Israël a décidé d'attaquer la Hamas pour peut-être éradiquer une bonne fois pour toutes cette organisation terroriste. C'est pour éradiquer les terroristes. Puis il dit, dans le fond, est-ce que vous pouvez vraiment dire ça? Est-ce que vous pouvez vraiment penser? Est-ce que c'est vraiment possible que des gens qui sont au sein d'une population, est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire qu'on réussisse à éradiquer une force politique de cette façon-là en bombardant les civils? Puis finalement, en coupant l'eau courante, en coupant l'électricité et en touchant des centaines, des dizaines de milliers de personnes. C'est ça. Et donc, c'est des mensonges qui ne peuvent plus passer. Il y a un autre extrait qu'on pourra mettre dans l'infolettre. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est Yara Eid, qui est une journaliste d'origine palestinienne, mais qui n'est pas à Gaza à ce moment-là. Et là aussi, je trouve que c'est une bonne... il y a comme un concentré de plusieurs éléments que j'ai amenés dans la chronique aujourd'hui. La présentatrice dit la même chose que la BBC tantôt, c'est-à-dire les Palestiniens sont morts et les Israéliens ont été tués. Elle part tout au 7 octobre et elle amène ça dans un angle très human aussi parce que ça, il était trop tard pour que j'amène un autre article, mais j'étais en train de lire un truc très intéressant où est-ce qu'il disait que les Palestiniens, dans le fond, leur rôle, c'est soit d'être terroristes, soit d'être des victimes. Il n'y a pas d'autres possibilités. Ça ne peut pas être des résistants, ça ne peut pas être... bon. Et dans le fond, elle essaie de rendre ça humain en disant, puis c'est vrai, là, je veux dire, il y a plein de membres de sa famille à Yara Eid qui sont morts, mais elle l'amène sous l'angle humain, mais tout de suite, Yara Eid revire ça à l'envers en disant, non, en fait, tout ce que vous amenez, c'est un mauvais cadrage. Tout à fait. Et j'ai perdu 13 membres de ma famille. Et c'est pas juste des morts, là. Ils ont été tués sciemment par l'armée. J'ai un de mes amis journalistes qui a été tiré près de la frontière libanaise de sang-froid. C'est ça. On va le mettre ça vaut la peine. Donc, beaucoup de contestations, autant dans les rues que dans les médias, sur les médias sociaux. C'est une contestation par ailleurs qui est férocement réprimée. En Israël, il y a une centaine de citoyens israéliens qui ont été arrêtés pour des publications pro-palestiniennes sur les médias sociaux, notamment même un prof d'histoire, tout ça qui est encore accusé. En Cisjordanie, donc encore une fois, on n'est pas à Gaza, on est sur un autre territoire palestinien, 18 journalistes qui ont été arrêtés. En France, il y a eu tentative d'interdiction de manifestations pro-palestiniennes. Je pense que ils ont réussi un peu à les empêcher par la pratique, par l'action. C'est pas rien, là. Non, absolument pas. Aux États-Unis, des étudiants ont été visités par le FBI pour des actions de solidarité. En Floride, les universités d'État ont été ordonnées de bannir le groupe Students for Justice in Palestine de leurs universités. Ça, c'est quelque chose... Ça, c'est pas ce qu'on appelle la cancel culture, ça, Philippe? Voilà, c'est ça. C'est qu'un des discours politiques les plus sanctionnés dans le monde occidental, c'est la critique des politiques d'apartheid d'Israël, c'est la solidarité avec la cause palestinienne. Ça fait des années qu'il y a ça, même les campagnes comme boycott des investissements, sanctions, qui sont associées justement à du terrorisme. Et pourtant, justement, oui, on a un silence
complet. De nos croisés anti-censure. Ouais. Francis Dupidéry a très bien montré ça là, dans une chronique dans Pivot qui s'appelle « Le sionisme au temps du wokisme ». Je mentionnerais aussi que les journalistes à Gaza sont aussi attaqués de façon absolument féroce. T'sais, on est critique des médias, là. Ici, on est critique de certaines pratiques journalistiques. Mais ça, il faut dénoncer ça absolument. vigoureusement. C'est 57 journalistes tués depuis le 7 octobre. En tout cas, c'est les chiffres les plus récents que j'ai vus. Puis ça aussi, c'est des niveaux vraiment incomparables par rapport à d'autres conflits, d'autres guerres. Puis je suis frappé aussi que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, c'est le silence, là aussi, silence complet. Ouais. J'ai vu hier un tweet parce que les journalistes ont été exclus de la cérémonie pour Carl Tremblay, du Cowboy fringant, mais j'ai pas vu de tweet depuis le 7 octobre sur les journalistes tués à Gaza. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose de problématique à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être en conclusion, là, être allié de la cause palestinienne, c'est pas être antisémite. De la même manière que être pour Black Lives Matter, c'est pas être anti-blanc. Être féministe, c'est pas être anti-homme. Même si on est à Québec solidaire, Philippe de Grosbois? Oui, même ça. Puis même, je dirais, au-delà des positions politiques comme telles, je pense qu'il y a juste un regard rationnel peut nous amener à penser que la véritable sortie de cette catastrophe-là, ça passe par la justice, la liberté pour le peuple palestinien. Tout à fait. Alors voilà ce qui conclut ce costaud 10e épisode de la balado. Merci Hélène Faradji pour cette chronique sur un livre qui l'a vraiment marqué, que j'ai envie de lire, Triste tigre de Neige Sino. Merci à Isabelle Arsenault pour être venue nous présenter le nouveau numéro de l'Inconvénient. J'aime beaucoup ces présentations-là de revues et de magazines parce qu'au-delà de la pub en elle-même pour vous dire d'acheter la revue, on en discute en profondeur. Alors ça devient un moment balado intéressant et j'ai vraiment adoré cette rencontre. On va réentendre Isabelle Arsenault à la balado, ça c'est certain, même si j'ai eu très peur de sa prédiction qui, j'espère, ne se réalisera pas, de recevoir une carte postale d'un tueur en série. Ça, c'était vraiment weird. Voilà. Mais bon. Et évidemment, on se procure l'Inconvénient dans sa librairie indépendante. Et si jamais, parce que là, normalement, la copie vous attend. Au moment là où vous allez fermer votre application balado, vous vous garochez chez votre libraire, la copie vous attend. Puis si jamais elle n'est pas là, dites-le à votre libraire, il va la commander et vous pourrez l'avoir. Sinon, on se rend sur le site internet de la revue L'Inconvénient où vous pourrez vous abonner soit à la version papier ou à la version numérique. Mais c'est vraiment un numéro qui m'a passionné du début à la fin. Merci à Philippe de Grosbois, encore une fois, pour son regard sur les médias, cette espèce de vigile médiatique qu'on a créé, qu'il a créé pour nous à la balado. On avait dit au début de son segment qu'il y avait un cessez-le-feu. Il a été brisé aujourd'hui par l'armée israélienne. Alors, on se croise les doigts que l'escalade ne va pas atteindre des sommets jamais égalés. Mais reste que la chronique est pertinente et nous permet aussi d'être un petit peu plus à l'affût quand on entend parler de ce conflit-là dans les médias. On va terminer en chanson, bien sûr, en musique, avec le groupe de Pogues. C'est pas une grande surprise. On a appris cette semaine le décès du chanteur Shane MacGowan, qui était tout un personnage de l'histoire du rock des années 80-90. Pour les gens qui connaissent bien Shane MacGowan, on se rappelle de sa dentition, qui était une espèce de gris-gris qu'il mettait de l'avant, dentition, je dirais des dents gâtées, pour être poli. Souvent en état d'ébriété, ça a fini par lui nuire, ça a fini par l'expulser du groupe de Pogues qu'il avait fondé, un groupe qui mélangeait avec beaucoup d'originalité la musique traditionnelle irlandaise, le rock, le folk, avec une certaine attitude punk. Les premiers albums des Pogues ont été réalisés par Elvis Costello, ensuite par Joe Strummer. L'extrait que je vous offre est tiré du dernier album, Hell's Ditch, le dernier album de Shane MacGowan au sein du groupe, paru en 1990. Et c'est Joe Strummer qui l'avait réalisé, le Joe Strummer des Clash. Donc, ils avaient quand même ce qu'on appelle des street creds dans le milieu de la musique. C'était vraiment un groupe estimé, avec des prestations scéniques souvent mémorables quand Shane était en forme, parce que
Il y en a plusieurs qu'on peut encore trouver sur YouTube où il n'est pas du tout en forme, vraiment. Une espèce d'écorché vif avec une grande sensibilité, beaucoup de culture. En fait, une culture très large qu'il utilisait pour l'écriture des chansons. Autant, évidemment, le folklore irlandais, mais la littérature française, la littérature espagnole, la peinture, très large, vraiment, le spectre culturel qu'il utilisait pour ses chansons. Donc, j'avais dédié la dernière chanson à la mémoire de Shane MacGowan. Je vais quand même la dédier à France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Immobilier, qui vient de recevoir un blâme de la commissaire à l'éthique. Et je vais citer la commissaire. Je la blâme pour avoir favorisé de manière abusive les intérêts personnels de son amie et ancienne partenaire d'affaires. Vous vous rappelez, c'était au début de son mandat. Vous vous doutez bien que la dite partner n'est pas un HLM. En fait, je pense que c'est quelqu'un avec qui elle faisait des flips. Imaginez, comment ça peut mal aller quand votre ministre, en pleine crise du logement, quand votre ministre de l'habitation, quelqu'un qui faisait des flips, qui s'est enrichi à faire des flips immobiliers. Alors, comment ça pourrait mal aller, hein? En pleine crise du logement. D'ailleurs, elle vient d'amender la loi 31 pour que cesse la cession de bail que les locataires pouvaient encore utiliser pour contenir la hausse des loyers. Là, ça va être vraiment, dans le fond, l'habitation qui est entre les mains du libre marché. Alors, on sait très bien, dans tous les domaines où le libre marché n'est pas encadré, ça va toujours bien. Hein? La concurrence, là, les prix baissent soudainement parce qu'il y a tellement de joueurs et évidemment, c'est pas ça qui va arriver. Alors, je vais lui dédier à France-Hélène Duranceau, que j'aurais pu nommer au début de mon introduction, quand il y aura plus de femmes, quand la parité, quand l'accès à la politique sera plus égalitaire, on aura plus de femmes et moins de France-Hélène Duranceau. J'aurais pu la nommer comme j'ai nommé. Et j'aurais pu nommer aussi des députés de tous les partis. Cela dit, ça s'adonne que c'est le parti de la CAQ qui est au pouvoir et ça s'adonne que ça va pas tellement bien. Je pense on peut se dire ça. Présentement au Québec, il y en a qui trouvent que ça va bien, mais c'est pas des gens nécessairement qui écoutent le balado, je pense. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont en train de faire des millions. Alors, voilà, la chanson, je vais pas la nommer parce que... je vais la nommer. Donc, la chanson, c'est Bastard Landlords. Je sais qu'il y a des bons propriétaires, ne m'écrivez pas. Mais c'est une chanson qui est assez peu connue des Pogues parce que c'était une phase B d'un 45 tours, Songs of Siam, qui était, elle, sur l'album Hell's Ditch. Donc, elle ne se trouvait pas sur l'album original. C'est Summer in Siam, excusez-moi. Ça, c'est le 45 tours, c'est un des extraits de cet album-là. Et la phase B, c'était Bastard Landlord. C'est cette chanson-là qu'on va aller écouter en mémoire de Shane MacGowan. Bonne semaine tout le monde. Oh Lord, won't you tell me? I'm sure I don't know who makes the plans that change our lives so. From a place in the country so peaceful and calm, we moved up to London as the bombs spun around. On a street by the river where the rent was cheap, the landlord he told us it's yours to keep for a regular payment week after week. You've always a roof under which you can sleep. The years that passed by, the work ain't done. We lived out our lives, did nothing to our fun. When the landlord's conditions nearly they grew with the size of his gut and his housing values. He'd kneel on a Sunday and pray to the Lord for a deals of low his wealth can't afford. When the bastard he came round to raise up the rent, we swallowed our pride and we smiled our best. Bricks and mortar, a kindling of stone. When you go, you're all alone. They'll carve your name where you lie. And I, for one, no tears will dry. Greed knows no boundaries, greed is not fear. I'm down about time for a proper deal. The woman next door, she just passed away. But the rent grew so high that she just couldn't pay. And here in her bed, she closed up her eyes. The last time to gaze on this world of lies, with nowhere to go and nothing to say. She went to the next world as the bastard he smiled. Bricks and mortar, a kingdom of stone. And when you go, you're all alone. They'll carve you
What makes some people so callous and cold? I've lived in this house for 34 years. My children were born here, it's here I grew old. A curse on you bastard landlord be damned. Who needs one more house like a beach needs a sign? The state of them done only the way I go. So it's never meant one man should treat others so.